Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? La pêche. Nous sommes également avec Aurélien Guy. Aurélien, ça fait depuis la saison 3 qu'on ne t'avait pas entendu. Qu'est-ce que tu deviens ? Aurélien. Qu'est-ce que tu deviens là, le Guy ? Toujours photographe. Sur Photographe Paris. indépendant. Indépendant, tout à fait. Enfin, actuellement salarié, mais indépendant sur les autres activités. Ouais. Et du coup, là, j'officie en tant que photographe dans un cabaret fortement célèbre de Paris, dont je ne révélerai pas le nom puisque je ne veux pas faire de pub. Ah ouais ? Tu veux pas faire de pub ? Mais en gros, on y voit des tétons qui tournent. Chacun y verra après ça. Voilà, c'est bon, le CSA. Non, je rigole. Et donc voilà, sinon sur Paris, depuis 3 ans. Est-ce que tu continues à faire un peu de jeux de rôle et tout ça ? Malheureusement, non. Je n'ai Non. pas eu le temps. Je continue à lire énormément de bouquins. Tu t'es récemment mis au diable, tu joues à Hearthstone, à ce qui paraît. Oui, il va falloir arrêter très vite, très vite. Mais ce n'est pas du tout le sujet de Tout ce à fait. podcast, puisque c'est un ADN aujourd'hui autour de nous, et nous avons la chance de recevoir Eric Fayet. Eric, ça va ? Ouais, ça va, bonjour. T'as la pêche ? Ouais, j'ai la pêche. Eh bien, tu as intérêt pour nous parler de ce projet merveilleux qui est Bibliocratie. On va parler de crowdfunding, mais pour un domaine très particulier, c'est celui de la littérature. Tu as lancé avec Guillaume, c'est ça, le site Bibliocratie. Tu vas nous parler de tout ça. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos auditeurs ? Qui es-tu, Eric ? D'abord, je dis bonjour aux auditeurs. Puis moi, c'est la première fois que je passe à la cellule. Je vous dis un truc, je sais pas si vous êtes déjà venu, mais c'est plutôt capitonné, quoi. Comme cellule, s'entend. Oui, ça va. Donc, moi, je m'appelle Eric Fayet. Je suis journaliste de métier, historien de formation. Pour la faire courte, j'ai pas mal bossé donc dans le journalisme, puis même dans la communication. Ouais. J'ai écrit quelques livres. Et avec Guillaume Gohin et d'autres, on a créé donc bibliocratie.com, qui est une plateforme de crowdfunding ou de financement participatif, pour le dire en C'est français, peut-être mieux de le dire comme ça. indépendante bien sûr, et qui est exclusivement dédiée aux livres. Ça, c'est fort. En français, En français, pour le moment. pour le moment. Et à ma connaissance, alors après, les auditeurs de la cellule me corrigeront si j'ai tort, mais il me semble que c'est une des seules plateformes de ce type. En tout cas, en France, c'est certain. Oui, Vous êtes la seule. on est les premiers, on va dire. À On faire va du essayer de rester les premiers longtemps. En tout cas, on est les premiers exclusivement dédiés aux livres et dont Voilà, l'objectif c'est ça. est de publier des livres. Ouais. Parce qu'il existe beaucoup de sites, de plateformes qui permettent d'écrire, d'échanger autour de l'écriture, y compris même de publier des textes, sur le net. Mais nous, on fait des bouquins, des vrais bouquins à la fin, Ouais. par souscription. C'est les internautes qui, moi je pense qu'on y reviendra, mais c'est les internautes qui choisissent ce qui est édité. Ouais. Et on fait tout ce travail en fait avec une idée assez précise qui est chacun a le droit d'avoir la chance d'être publié. D'où le nom Bibliocratie, qui n'est pas sans faire penser bien sûr au mot démocratie, avec ce O bien souligné en rouge pour faire la soudure, évidemment. Alors, on va peut-être dans un premier temps s'attarder au comment ça marche. Tu vas nous parler vraiment, tu vas présenter le site, comment ça marche pour nos auditeurs, parce que il faut savoir que le crowdfunding, c'est quelque chose qui, pour les rôlistes et pour les indépendants, est évidemment une alternative à une façon plus traditionnelle d'être édité. Alors on ne sait pas encore trop si c'est l'Eldorado, si c'est super ou pas, mais en tout cas c'est un thème qui nous intéresse, qui traverse tout en ce moment, en tout cas le monde et le milieu du jeu de rôle, pas uniquement, le monde du jeu vidéo aussi évidemment, le monde du cinéma, même le monde de la musique. Hein, c'est peut-être un petit peu, je crois que le crowdfunding à la base d'ailleurs vient du milieu de la musique, avec My Major Company et ce genre de site. Mais en tout cas c'est une problématique qui nous intéresse. Et donc, pouvoir l'étudier par le biais des livres pour les rôlistes, ça va vraiment être très, très intéressant. Alors, comment ça marche, techniquement ? Comment vous fonctionnez à Bibliocratie ? D'accord. Eric. Comment on fonctionne ? C'est assez simple en fait. Nous, on est une plateforme, d'accord, qui met en ligne des ouvrages et ces ouvrages sont soumis à la souscription des internautes. Pour la faire simple, on accepte tous les genres, donc
les rôlistes sont les bienvenus, Bien sûr. mais on accepte de la littérature. Donc on a des romans, on a des recueils de nouvelles, on a de la photographie, on a des peintres, on a un artiste collagiste, on a de la bande dessinée, on a de la pièce de théâtre, on a de la poésie. Tiens, j'insiste sur la poésie parce que faire publier de la poésie en France aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup d'éditeurs qui s'y risquent. Donc, un auteur a fini son ouvrage, il a écrit son ouvrage, il prend contact avec nous par le biais du site, c'est le plus simple. Il remplit un formulaire sur lequel il indique le titre de son ouvrage, il dépose ce qu'il voudrait, par exemple la photo qu'il voudrait en couverture, une petite bio, un résumé, son texte. Quoi d'autre encore Il a tous les des éléments, extraits, les éléments qui vont permettre de faire l'ouvrage. J'ai vu des extraits aussi. Ouais. Des Extraits. Ça, c'est intéressant quand même parce que ça donne la tonalité du livre, ça donne la qualité d'écriture de l'auteur. C'est quand même assez intéressant parce que uniquement avec l'image, avec l'intention, c'est difficile parce que aujourd'hui la littérature, c'est moins les thèmes que comment les thèmes sont explorés qui sont riches. Tout à fait, c'est pour ça qu'on demande autant de choses. Et en vérité, donc on le reçoit sur le site, puis c'est traité, en particulier par notre responsable éditorial qui s'appelle Clarisse Barasque, qui était au tout début de Bibliocratie, parce que si on revient un petit peu sur l'histoire tout à l'heure, je vais vous en dire un peu plus, mais je peux pas tout faire en même temps. Je vais essayer d'expliquer comment ça marche et on fera l'histoire après. D'accord. Parce que, bon. Donc voilà, on reçoit ça, on voit s'il y a tous les éléments. On accepte d'ailleurs les livres tout prêts, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise InDesign, fait son propre bouquin, il l'envoie comme ça complètement prêt, on le met en ligne. D'accord. Mais tout le monde ne maîtrise pas InDesign, donc on reçoit aussi des fichiers Word pour le texte avec des photos à côté, etc. Et on fait la mise en page, on fait les propositions de couverture, et ensuite le livre est mis en ligne à la date choisie par l'auteur. Nous, ce qu'on fait, en gros, c'est qu'avec ce matériau-là, on met en branle nos imprimeurs à qui on demande des devis pour savoir combien va coûter l'impression de l'ouvrage. D'accord. Suivant le nombre d'exemplaires choisis par l'auteur. D'accord. Ça, c'est très important parce que on insiste beaucoup sur le mot indépendance. Bibliocratie, c'est l'indépendance totale des auteurs, en vérité. Ouais. À plusieurs titres. L'auteur choisit le nombre d'exemplaires, sauf qu'il y a un minimum pour que ce soit faisable, c'est 50 exemplaires. C'est rien pas du tout. énorme. Enfin, c'est pas énorme. Et après, on peut aller jusqu'à des milliers, hein. Ouais. Des milliers même, hein. Si Faut Marc Lévy veut venir, il peut. Faut savoir qu'en France, un livre est lu en moyenne 500 fois. Donc 50 exemplaires, c'est raisonnable. C'est 10% de ça. C'est 10% de ça. Et donc le nombre d'exemplaires, le prix de son ouvrage, bien sûr, on le conseille. Mais au final, il a le final cut, le format de son ouvrage. Il décide si c'est grand, petit, moyen, le nombre de pages, etc. Chez nous, il décide de tout. Ouais. Nous, on l'accompagne, on peut le conseiller, mais le final cut, comme on dit au cinéma, c'est l'auteur qui l'a. Par contre, bien sûr, il faut savoir qu'en fonction du format, les imprimeurs, c'est plus cher, Ouais. bien sûr. Non, mais on lui explique tout ça. Hein, c'est pas. Très bien. Il le sait d'ailleurs. On lui dit donc ça va coûter tant à imprimer, C'est ça coûte intéressant. tant à envoyer. Nous, on prend uniquement 10% des sommes levées, 90% des bénéfices vont à l'auteur. Ouais. J'aurai l'occasion d'y revenir si vous voulez. Et derrière, on lui dit, choisissez le nombre de bénéfices que vous voulez faire. Après, il choisit la durée de sa souscription. Nous, on conseille, et le maximum, c'est 2 mois, 60 jours. Pendant 60 jours, le livre est sur le site. Et comme tu le disais, avec la couverture, sa biographie, des extraits qui permettent une liseuse sur lequel on peut feuilleter 10, 20, ça dépend, première page du bouquin, et ce qui donne une idée assez précise de ce à quoi on souscrit. Et donc au bout de ces 60 jours, au bout de ces 60 jours, on relève les compteurs. Est-ce que l'auteur a atteint son objectif? Est-ce qu'il est à 100% ou est-ce qu'il est à plus? On a eu des livres à 300%, 400%, parce que les gens avaient dit, tiens, je pense que je peux en faire 100, et finalement, ils en faisaient 400. Enfin, il y a des possibilités. Là, on dit, la souscription s'arrête. Tous les internautes qui ont acheté avec leur carte de crédit sur un système très sécurisé, reçoivent un exemplaire du livre, ou 10 ou 15, suivant ce qu'ils ont choisi. Nous,
c'est la différence. Tu parlais de My Major Company, par exemple. Nous, on ne demande pas aux gens d'investir dans un projet et de devenir actionnaire d'une réussite. Absolument. Nous, c'est du livre. Tu achètes des livres, autant d'exemplaires que tu veux, mais tu achètes des livres. Et tu reçois des livres, pour l'instant. Et c'est le deal, quoi. Flavie, tu voulais poser une question? Oui, donc vous n'envoyez pas, vous, dans les magasins, etc. C'est les gens qui ont participé au crowdfunding qui reçoivent chez eux. Donc ça peut très bien être des maisons d'édition, imaginons, ça minute, qui ont participé, mais c'est surtout pour le Kidam qui demande le bouquin. Ah, c'est pas les maisons d'édition qui participent. D'accord. Non, C'est les auteurs qui sont maîtres de leur ouvrage. On parlait d'indépendance. Ils gardent d'ailleurs à la fin de la souscription, donc tout le monde reçoit un livre. Et l'auteur donc garde 90% des bénéfices et 100% des droits sur son travail. Ah, c'est là que c'était ma question d'après. Ouais. Bah on y reviendra alors Voilà. si tu veux. Mais le truc c'est très très important. Après on parle des magasins. Bon pour ce qui est du livre c'est quand même des librairies. Les librairies il y a pas de problème quoi. Rien ne les empêche de souscrire à Mais nos oui, livres et de ça. les vendre un peu plus cher puisque c'est de la souscription et que ça autorise cela. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Et l'auteur peut très bien, lui, en acheter Salut. plus et ensuite aller distribuer au magasin. C'est pas... C'est son choix. D'accord. On ne fait pas vraiment, on ne fait pas de la publication à compte d'auteur. Ça, on est contre l'édition à compte d'auteur. Parce que c'est un système injuste, c'est-à-dire de demander à quelqu'un paye ton livre et moi je me contente de te l'imprimer. Il y a beaucoup d'éditions, maisons d'édition font ça. Mais par contre, on est contre quand c'est contraint, hein, soyons clairs. Ouais. Mais un auteur qui est en souscription et qui se dit bah moi j'en veux 50 et parce que j'ai envie par exemple ou 100 ou 200, le nombre n'a pas d'importance. Le principe bien sûr qu'il a le droit, il choisit tout. C'est son ouvrage, il fait ce qu'il veut. Il peut en acheter et après aller tranquillement faire les fêtes de livres, participer si c'est un carnétiste de voyage ou s'il a écrit un étonnant voyageur à Saint-Malo. Non mais réellement, les auteurs sont libres, quoi. Même. Oui, donc il y a une grosse différence entre ce que vous faites et une maison d'édition. Vous acceptez tous les genres de bouquins, donc vous n'avez pas un genre particulier. Par exemple, il y a des maisons d'édition, je ne citerai pas le nom, mais où je sais que quand je vais y aller, je vais avoir de la fantasy ou d'autres avec du polar, etc. Vous, c'est tout le genre. Et en fait, vous êtes une plateforme qui permet aux indépendants de publier, en fait. Exactement. Bibliocratie n'est pas une marque. Et d'ailleurs, D'accord. Bibliocratie ne s'engage pas sur la qualité des ouvrages par ailleurs effectués. Si, Eric. C'est-à-dire que Non, on s'engage, on alors, s'engage sur la qualité. Enfin, on essaye de faire imprimer Des de la livres. meilleure manière Ouais. des livres. Voilà. alors c'est D'où ça. ma prochaine question. Est-ce que vous faites de la relecture? Alors, c'est une Eric. bonne question. Est-ce qu'on fait de la relecture En fait, ça touche, juste pour structurer un peu, parce que on va partir dans tous les sens sinon, ça touche vraiment à l'objet qui va être fabriqué après, enfin, comment dire, au résultat obtenu. Et sur Bibliocratie, dans la rubrique réservée aux droits et aux mentions légales, il y a une obligation, par exemple, on peut pas produire sur Bibliocratie un livre créé en aléatoire par une machine. Tu te souviens ce que nous Oui, oui, disait tout à fait, Darky ça, la oui, dernière oui. fois, qu'il faisait en fait Darky, donc c'est notre codeur à la cellule, c'est un peu notre monsieur informatique, et il fait produire des livres de façon aléatoire à ces intelligences artificielles qui fait tourner chez lui. Et ben ça, par exemple, sur Bibliocratie, tu n'as pas le droit de le faire. De la même manière, tu n'as pas le droit de vendre un livre rempli de pages blanches ou de vendre un livre avec des mots qui n'ont aucun sens. Donc il y a quand même certaines contraintes qui pèsent. Enfin, tu donnes l'exemple sur le site de AAAA par exemple. Non mais bien sûr, soyons clairs, on a écrit ça Eric. et on le défend parce que pour éviter de se retrouver avec je sais pas N'importe des trucs quoi. n'importe Voilà. quoi. Après je sais pas moi un ouvrage de poésie si vous voulez qui serait Qui invente bien des tourné, mots. Oui, qui non, bien inventerait sûr. des mots bien sûr, des lignes de A et derrière tu vois Bien ça ou un finit par projet à la amour enfin Oulipo, ou quelque oui chose bien comme sûr ça. bien sûr bien sûr. Mais Bah, c'est bien dit. Il faut que ça ait du sens dans le que ça ait contexte du global sens, de ouais. l'œuvre. Ouais, voilà, voilà, c'est ouais. ça. Et quand je dis des mots qui n'ont aucun sens, c'est bien sûr, c'est un ensemble de mots aléatoires. Si tu veux, à partir du moment où Eric. tu fais le pari de l'intelligence et de l'ouverture, ça c'est notre principe. C'est-à-dire de dire le système aujourd'hui n'est pas juste, il ne permet pas à tous ceux qui écrivent d'être publiés, et tout le monde a le droit d'essayer de l'être. Et a le droit d'avoir la chance de l'être. Bien sûr. Tu es obligé de te protéger un minimum
d'un truc qui serait totalement qui n'aurait vraiment pas de sens, mais pas de sens, justement pas dans le sens où le non-sens peut être de l'art, hein, soyons bien clairs. Bien sûr. Donc il y a quand même. Est-ce que du coup, s'il y a un projet qui était vraiment absurde, Flavie. sans aucun sens, vous le refuseriez sur votre plateforme? Mais Non, c'est pas ça. C'est que du coup, c'est compliqué ça. non, mais ça, qu'est-ce qu'on appelle l'absurde? Parce que je peux pas te dire comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à Bibliocratie en nous disant voilà, j'ai un roman, et que son roman si tu veux, c'est 300 pages avec comme on dit. Ouais, je pense qu'on le dira. Faut pas se foutre faut être clair, quoi. Faut pas se foutre non plus des internautes en permanence. Il y a plein d'autres endroits où c'est possible. Et ce qui est intéressant, juste pardon, une petite parenthèse, Eric, c'est ce que moi je pense qu'en fait techniquement vous devriez même pas faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous devriez laisser les auteurs se décrédibiliser eux-mêmes, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un auteur qui te sort un truc comme ça, si ça a pas de sens justement, il sera décrédibilisé, mais je suis il pas pourra tout à plus fait d'accord souscrire. parce que j'ai une autre question après en fait, mais C'est un peu c'est pas libéral. vraiment ma question. C'est je me mets dans le rôle d'un méchant. Flavie. Voilà. Je suis un méchant, voilà. Je Elle suis le habillée toute porte noire pas vêtue. sur elle, je vous le Je dis. suis toute noire vêtue. Je suis le méchant dans je ne sais pas moi, un obscur Walt Disney. Je te regarde et je dis. Oui, mais du coup, les gens qui viennent chez vous, c'est qu'ils ont été refusés par toutes les maisons d'édition, donc ils distribuent de la merde. Donc quand ils viennent chez vous, c'est qu'en fait, ils n'ont été acceptés nulle part ailleurs. Ça c'est un propos. Je suppose Aurélien. que les grosses boîtes d'édition sur les choix éditoriaux, ils doivent avoir un cahier des charges assez établi. Enfin. J'ai bien dit que je faisais la méchante. Hein. Et du coup, oui, non, mais je comprends. Hein, ça, il y a pas de souci. Et non, c'était pour donc concernant les grosses boîtes d'édition qui ont des choix éditoriaux. Je suppose que voilà, Bibliocratie, il me semble que c'est plus un concept de conviction sur ce qu'on est en train de devenir dans le monde grâce et à cause d'Internet, à savoir on a besoin de ce genre de projet Démarche. pour Voilà, c'est ce qui revient souvent, Eric, dans ta proposition. C'est l'idée que Bibliocratie est bâtie contre un certain modèle, un modèle éditorial actuel, et que toi, en tant que propriétaire du site, tu fais confiance aux auteurs. Il y a un côté confiance, c'est-à-dire que nous, on vous donne un site qui vous permet de vous mettre en avant, de lever des fonds. Et nous, en échange, on attend de vous que vous produisiez des œuvres qui vous crédibilisent et qui nous crédibilisent. C'est un juste retour des choses. Donc, le méchant que Flavie décrivait, difficile. Moi le méchant je l'attends, surtout celui-là, parce que c'est vraiment pas Eric, c'est vraiment pas un problème. On construit pas contre, hein, on construit pour quelque chose qui est plutôt la liberté et l'indépendance, ça je le dis, mais la vérité est que quand même la financiarisation de toute notre société, et en particulier du domaine de la culture, et donc en particulier pour ce qui nous occupe aujourd'hui du domaine du livre, faisait que naturellement, et tu as raison, c'est Internet qui nous donne cette possibilité-là, la création trouve toujours des espaces. Ouais. Pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir Comme la vie faire dans quelque Jurassic chose. Park. Mais Elle trouve son chemin. oui, mais c'est une réalité. Et puis moi, Juste pour répondre, donc, Eric. ça me ramène à l'absurde parce qu'il y a beaucoup de choses, donc faut quand même l'absurde. Si c'est le surréalisme, si c'est, tu vois, s'il a une forme artistique, vive l'absurde, et j'en prends. Et d'ailleurs, on en prendra. On en a même fait. J'ai moi-même écrit sur Bibliocratie il y a 1 an et demi un livre qui est un recueil de cadavres exquis, tu vois. Pour certaines personnes, il y a de l'absurdité là-dedans. Pour d'autres, il y a de la poésie. Donc, tu vois, tout est possible. Mais par rapport aux éditeurs, prenons bien l'idée que en France, il y a 11 millions de personnes, soit 17%, qui ont déjà écrit, dont d'ailleurs une majorité, enfin au moins la moitié, ont entre 20 et 35 ans. Donc ça veut dire des jeunes. Et 90% de ces 11 millions de personnes n'ont jamais osé ou voulu envoyer leur texte à un éditeur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui écrivent dans ce pays qu'on ne le croit. Et il y a quand même un système qui fait que de toute façon,
très majoritairement, ils n'accéderont pas à l'édition. Je suis pas en train de faire un procès aux éditeurs du tout, surtout que c'est comme le reste, quoi. Des éditeurs, il y en a de plein de façons différentes. Il y a des éditeurs indépendants qui font un super travail, mais il y a quand même des grosses boîtes et quand on dit c'est parce qu'ils ont été rejetés partout, c'est pas aux petits éditeurs indépendants qu'on pense, c'est aux grosses boîtes. Gallimard, pour vous donner un exemple, reçoit en moyenne 16 manuscrits par jour. Il publie 30 nouveaux auteurs par an. La messe est dite. Vous faites 16 par 365 et 30 nouveaux auteurs par an. La rentrée littéraire 2012, plus de 400, je parle que de la rentrée littéraire, plus de 400 titres, une soixantaine de nouveaux auteurs. Comment vous voulez que tout le monde trouve sa place là-dedans? Et alors, derrière ça, il faut être clair. Il y a des gens, ils vont faire un bouquin à 60 exemplaires qui sera plus ou moins bon, mais je serai qui, moi, pour décider qu'il est bon ou qu'il est mauvais? Bien sûr que j'ai mon avis sur tous les livres qu'on produit. Ouais. Parce qu'en plus, je fais la bêtise de les lire tous, tout parti. Et la vérité, c'est que, et on est plusieurs à le faire chez nous, et la vérité, c'est que, voilà, il vendra peut-être moins de 100 exemplaires, mais ça sera ses potes, ça sera son réseau, ça sera ses parents, et le livre existera, ils seront contents. Et il y a des types, peut-être pas meilleurs, ou alors qui feront des choses. Et d'ailleurs, ce livre peut être très bon. Parce que le nombre d'exemplaires n'est pas, je veux dire, significatif de la qualité d'un travail. Jamais. Et d'autres vont faire des centaines, voire des milliers, on espère très bientôt, d'exemplaires et seront largement diffusés et seront de très bonne qualité. Quand tu fais le pari de l'ouverture, nous on dit, le pari de l'ouverture, il donne à chacun sa chance et il permet de faire émerger des perles. Le système aujourd'hui, c'est plutôt de dire on réduit. Et comme il y a cette financiarisation de la société, je veux dire, l'instinct ne va pas toujours, chez tous les éditeurs, vers la qualité du travail, mais vers sa capacité à être monétarisé. Pas pour le dire. Alors là, nous sommes, je plus sois, la cellule, c'est vraiment aussi notre engagement pour l'indépendance. Tous les arguments que tu viens de donner, ce sont aussi les nôtres. Donc les auditeurs ont l'habitude et sont familiarisés avec ce genre de discours. Flavie, tu voulais poser des questions. Oui, je voulais revenir sur les 30 personnes qui sont choisies chez Gallimard, par exemple. Parmi les 30 personnes qui sont choisies, il va y avoir, on coupe pas la moitié, il y a une quinzaine qui ne sera quasiment pas mis en avant, qui ne vendront quasiment aucun livre, parce que ils sont peut-être choisis, ils sont peut-être édités, mais comme on les met pas en avant, on les laisse dans d'obscures librairies et ensuite on recycle le papier, entre guillemets. Ouais. Alors que si là sur le crowdfunding, il y a des gens qui ont payé pour votre bouquin, ils l'achèteront. Ouais, c'est vrai. C'est une différence. Ce sont des promesses d'achat de toute façon. Hein. Ah, c'est même pas des promesses d'achat, c'est un vrai achat. Je veux dire le livre va exister. Le mec, la nénette, la personne qui paye sur Bibliocratie, il faut qu'elle se le dise, elle a payé. Alors oui. Mais par contre, elle prend zéro risque parce que 100% et plus, elle reçoit autant d'exemplaires qu'elle a acheté. La souscription 98% au lieu de 100%. La personne, parce que c'est draconien, quoi, hein, où tu fais 100 et plus, ou si t'es en dessous de 100%, le livre n'est pas édité. Ouais. Par contre, petite parenthèse, 2 mois plus tard, si l'auteur a envie de retenter sa chance en se disant bon là j'ai un peu regardez, j'ai pas assez mobilisé mon réseau, il faut attendre 2 mois. Parce que pour laisser la place aux autres, mais 2 mois c'est pas beaucoup en fait, et il relance et il peut retenter sa chance. Mais si le livre n'existe pas, c'est-à-dire si les souscripteurs ont payé et que le livre n'est pas produit imprimé, ils sont intégralement remboursés. Alors c'est ça qui est très important par rapport à cette plateforme, je veux dire Eric, parce que la plupart des plateformes de crowdfunding très connues dans le milieu du jeu vidéo, etc., fonctionnent de la manière suivante. On fait une promesse de don à l'auteur. Par exemple, je te promets que je vais te payer 10 € pour acquérir ce que tu me proposes là. D'accord ? Le produit, l'objet pour lequel tu fais la promotion. Si tu n'atteins pas la souscription, la promesse de ton côté la promesse échoue, il y a un échec, et du coup, les 10 € que j'ai promis, c'est qu'une promesse. Ils s'évanouissent, ils s'évaporent. Ce qui veut dire que les sous ne sont débités que lorsqu'un projet est atteint. Sauf que dans Bibliocratie, sur Bibliocratie, c'est pas la même chose. Et ça, je pense que c'est nécessaire de le préciser pour nos auditeurs, parce que ils ont, je pense, l'habitude à un autre modèle de fonctionnement. Sur Bibliocratie,
tu payes d'abord, et si ça n'atteint pas, tu es remboursé. Et ça, c'est vachement important, parce que ça fonctionne pas comme ça en règle générale. C'est-à-dire que, en gros, les 10 € sont débités alors que l'œuvre n'est pas encore créée. Si l'œuvre n'est pas créée, Bibliocratie rembourse. Si l'œuvre est créée, vous êtes débité définitivement. Eric, c'est important de préciser ça. Oui, c'est important de préciser, mais ça c'est change parce rien. que ça change rien, puisque de toute façon, les personnes sont remboursées. Nous, on en a besoin parce que ça permet justement de faire vivre et de payer les imprimeurs notamment. Et on peut pas, ça évite dans le fonctionnement d'avoir à avancer de l'argent. Puis une promesse, c'est une promesse. Un paiement, c'est un paiement. Nous, on peut pas se planter parce que on joue tellement sur des. Bah, vous aussi, hein, Marc, je suppose. Mais bon, vous faites ce choix. Nous, on joue tellement dans une cour qui est complexe par rapport à l'impression des livres. C'est millimétré, quoi. C'est que si on veut que comment dire, imprimer en peu d'exemplaires coûte beaucoup plus cher à l'exemplaire que d'imprimer en grand nombre d'exemplaires. Donc on peut pas faire varier le truc. On n'a pas le choix, quoi. Tu vois, si on avait sur 100 personnes qui faisaient leurs promesses, t'en avais même que 20 qui à la fin, pour une raison X et Y, dégageaient et disaient non, finalement je peux pas, ou le faisaient pas. On serait foutu. Ça c'est sûr. Parce que ça pourrait être si tu veux augmenter de 2-3 € le prix du bouquin, quoi. Et là, on fait pas ces marges-là, quoi. Pour être clair, donc on peut pas. Et quand même, tu parles d'un truc. Tu parles de l'exemple de ce type-là, mais il y a aussi une autre solution qui est assez couramment utilisée. C'est celle de dire vous investissez dans un projet. Vous devenez actionnaire du projet et les grandes plateformes de crowdfunding font comme ça. MyMajor, je sais pas, mais font comme ça. Et si le projet voit le jour, ben vous êtes actionnaire, donc vous touchez des royalties. Si le projet voit pas le jour, vous n'êtes pas remboursé. C'est ça. C'est-à-dire tu joues, tu gagnes ou tu perds. Nous, tu peux pas perdre. C'est sûr. Fabie. Moi, j'ai plus énormément de temps, donc du coup, il me reste 2 questions à poser de ce que j'avais prévu à la base. Allez, vas-y, je t'en prie. Ma première question, c'est est-ce que vous avez une sorte de best-seller, un truc qui aurait super marché et dont vous étiez assez fier quand ça a été mis en place, quoi. Alors, d'abord, je dis une sorte de best-seller. Une sorte de, ouais. Moi, je rappelle encore une fois, un best-seller je veux dire, un livre, en moyenne, c'est 500 lectures. Donc, faut relativiser, quoi. Moi, par exemple, avec Sens Renaissance, je suis considéré comme un best-seller, alors que j'en ai vendu 300, tu vois. Mais c'est pour le milieu du jeu de rôle, c'est particulier. En philosophie, c'est les mêmes scores. Par exemple, en termes de vente de bouquins, en philosophie, c'est les mêmes scores que dans le jeu de rôle, à peu près. Tu vois. Donc, un best-seller, ça veut tout et rien dire, en fait. Donc, c'est vachement relatif au milieu. S'il y a un livre pour montrer Bibliocratie, vous choisiriez lequel? Je sais, c'est une question un peu, mais ça peut parler à des gens qui renseigneraient dessus. Je comprends, mais non. Compliqué de répondre à cette question. Parce que, comment dire, un best-seller, ça veut dire les meilleures ventes. Et pour nous, un best-seller, c'est pas forcément les meilleures souscriptions. Donc, si je devais mais pour aller dans ton sens, on a eu un bouquin qui s'appelait c'est une réponse. Belle Île, qui est un bouquin de photographie, qui parlerait beaucoup d'ailleurs aux gens d'ici, parce qu'il y a beaucoup de photos de mer, je veux dire de côtes rocheuses, etc. C'est un très beau travail. Quand Eric parle d'ici, il parle de Saint-Malo, chers auditeurs. C'est vrai, j'arrive pas à me faire à l'idée que c'est mondial ce qu'on est en train de faire. International. Francophone. Hello everyone. Salut à la Belgique. Où l'auteur a dû faire plus de 300 plus de 300 exemplaires, ce qui pour nous est déjà bien. Et il y a des bouquins à 100 exemplaires. Tiens, on va citer Les Fils cravatés de noir de Guillaume Gouin, qui est le créateur de Bibliocratie, et mon associé, qui est une réflexion sur réflexion philosophique de la vie et de la pensée politique, on va dire, qui est, à mon avis, l'un des meilleurs bouquins qu'on ait fait, si tu veux. Et il correspond un peu, ce qu'on y trouve correspond un petit peu à vos idées défendues dans Bibliocratie. Ça correspond à un regard sur le monde qu'on peut partager. Ouais. Mais je trouve que c'est une excellente réponse que tu donnes, Eric, que de dire finalement on s'en fout du best-seller parce que c'est pas la quantité qui compte. Et ça, la qualité, comme nous on peut pas en juger, et ben on laisse ça à nos lecteurs quelque part. Donc il me reste ma dernière question avant que j'avais à tu t'en faire. ailles. Oui, puis de toute façon ensuite c'était à peu
près tout ce que j'avais prévu. Hein, donc, D'accord. imaginons que quelqu'un ait envie de choper un livre qui a été fait sur votre plateforme, imaginons 2 ans plus tard. Est-ce que c'est possible ou est-ce que, tant pis, ça colle sous le bras? Ah oui, c'est une bonne question. Ah, ça, c'est la limite du système. Eric. Ça, si on garde le système tel qu'il était pensé jusque-là, parce que je l'ai pas fait l'historique, donc je vais le faire. Bibliocratie a été fondée par Guillaume Gohin en 2012, en avril 2012, sous la forme d'une association. Ils ont, donc on va dire, avril 2012 et septembre 2013, mené 30 projets. Il y a eu 3 échecs et 27 livres ont été publiés. Donc ça veut dire plus de 90% de réussite. Pour vous donner l'idée, donc après on en a fait aujourd'hui on est une société et on a mis le site en ligne le 22 janvier. Depuis le 22 janvier, on a et à l'heure où je vous parle, donc l'heure où je vous parle c'est le 26 février, c'est ça ? Oui. Au 26 février, donc on a ouvert le 22 janvier, on est le 26 février, on a 23 livres qui sont en souscription. Et donc, si je veux acheter le livre qui a été fait en début 2012, est-ce que c'est possible ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, je me la colle sous le bras? Pour l'instant, vraisemblablement, tu risques de te la coller sous le bras, sauf à nous appeler et sauf à que nous, on reprenne contact avec l'auteur qui, lui, en a peut-être pour toi. Après, justement, ça, c'est une question, j'expliquais qu'on s'était professionnalisé, c'est une question, dans le bon sens du terme, c'est une question qu'on a abordée avec Guillaume et on s'est dit, voilà, une vie après, quoi. Une vie après, et c'est déjà arrivé, c'est possible d'abord d'une certaine façon. C'est un auteur qui revient plutôt vers nous et qui nous dit j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils le voudraient bien, dont toi, donc du coup, et il dit bon, est-ce qu'on peut relancer une souscription? Ça, c'est arrivé. Il y a des ouvrages pour lesquels on a relancé une souscription et la deuxième souscription a marché. Ça, c'était la méthode, et elle est toujours valable. Une autre méthode possible, mais ça c'est à la discrétion des auteurs, c'est l'idée de se dire voilà. J'ai envie que mon livre continue à exister après. Et là, pour ça, on a créé une librairie, un espace qui n'existait pas avant. C'est-à-dire un espace, on reste sur Internet, c'est-à-dire sur notre site, tout en bas, il y a un endroit qu'on appelle la librairie, dans lequel, justement, on met des œuvres, des livres qui ont déjà été édités chez nous. Et là, vous pouvez l'acheter directement. Et du coup, tu peux l'acheter à l'auteur directement ou c'est le même principe. Tu l'achètes sur le site et nous, on reverse. Alors là, c'est différent. Je l'ai dit, pour la souscription, c'est 90% des bénéfices. Pour la librairie, parce que c'est un peu plus complexe, on reverse 70% des bénéfices à l'auteur et le site garde 30%. Ce qui est déjà bien. Par rapport à ce qu'il gagne. Bon voilà, j'ai posé mes 2 dernières questions. Je vais vous laisser terminer. Et moi, j'ai encore pléthore de questions. Voilà, ravi de t'avoir rencontré. Moi, je suis désolée, je vais aller faire ce que j'avais prévu. Allez, à bientôt Fly, merci. Salut les auditeurs. Allez, on continue nous avec Eric Fayet pendant encore pas mal de temps. Moi j'avais Eric, juste une question sur attends, laquelle... Eric voulait ajouter un truc et après je te laisserai intervenir. Comme j'étais en train de parler de la librairie, je profite pour placer. La librairie, c'est pas que les auteurs maison. C'est-à-dire que là, on était dans le cadre de quelqu'un qui a fait une souscription chez nous et qu'en fait suffisamment, il le dépose sur la librairie et le livre est encore consultable, achetable. Nous, on s'est posé la question au moment où on a ouvert la librairie de se dire bon, d'accord, ça c'est très bien, mais c'est quoi les problèmes aussi que rencontrent les gens qui font de l'auto-édition? C'est-à-dire les gens qui soit ont payé un imprimeur, soit ont créé une imprimerie, soit ont créé une maison d'édition pour faire leur bouquin, ou alors qui payent à un éditeur et qui après se retrouvent avec des tonnes de bouquins sur les bras et ont pour certains des difficultés à les vendre. En tout cas, ont un vrai problème, c'est d'avoir accès à des canaux de diffusion et sont obligés d'élargir au maximum leurs possibilités. Eh ben, nous, on a décidé avec Guillaume et les autres membres de Bibliocratie. Allez, je vais les citer vite fait, c'est comme un concert. Donc, j'ai parlé, Guillaume, Eric Fayet, c'est moi. Guillaume Gohin, c'est mon associé principal. On a aussi Clarisse Barasque, qui est responsable éditoriale. Donc, c'est elle, en fait, qui est vraiment en relation avec les auteurs et qui essaye de les chouchouter au maximum pour qu'ils se sentent bien chez nous et qui fait un très bon travail de ce côté-là. Et Sandra Perrin, qui est responsable notamment des relations presse et de la communication d'une manière générale et qui, elle, va tous les jours informer les gens pour qu'ils sachent que ça existe et donc trouver des auteurs qui viennent chez nous. Et je voulais les remercier toutes les deux, vu que j'ai l'occasion de le faire et c'est pas tous les jours, de leur dire, de les remercier pour le travail qu'elles font. Et puis actuellement, on a aussi Pierre Bonnetin qui nous aide aussi à lancer tout ça pendant quelques mois. Il va travailler avec nous.
Donc voilà, je voulais les saluer. Donc à la librairie, tu disais qu'on n'avait pas forcément que des livres produits sur Bibliocratie. Donc c'est ce qu'on s'était dit à ce moment-là, on s'est dit bon, est-ce qu'on ouvre quoi ? Et on a ouvert, c'est-à-dire que tout auteur qui dispose des droits sur son livre, ça veut dire il faut qu'il puisse le vendre, bien sûr, qu'il dispose de 100% des droits sur son livre, vient sur la librairie et on le met en vente. D'accord. Et au même titre qu'un auteur maison, c'est-à-dire 70% pour lui et 30% pour nous, pardon. D'accord. Aurélien, tu voulais Moi, je voulais poser des juste questions. rebondir du coup sur la possibilité de retrouver les livres 2 ans après, comme le demandait Flavie. Et moi, je me demandais du coup, je suppose que Bibliocratie, on fait du bouquin papier, physique. Du coup, c'était là-dessus sur laquelle je voulais rebondir, même si moi je suis un partisan du papier aussi, mais avec le déferlement ces dernières années des liseuses, oui. Je voulais savoir si c'était une possibilité, si dans les années à venir, par exemple, tel auteur a bien vendu ses bouquins, mais il n'y en a plus en stock, est-ce qu'il y aura possibilité éventuellement d'acheter par exemple un e-livre du coup ? Voilà la question. Ouais. Alors, Eric, la question va être à diviser les membres de Bibliocratie ou quoi pour que tu fasses des grimaces comme ça ? Non, c'est parce qu'on est ça rejoint la réflexion qu'on a en ce moment autour de cette question-là. Nous, on est partisans du livre et sous plusieurs formats. Et ta question va me permettre d'ailleurs de rebondir parce qu'on va plus loin que ça. Bon, on a une position qui est assez claire, Guillaume et moi, qui est de dire pour l'instant le livre numérique trouve pas sa place, notamment en France. Parce que souvent c'est une sorte de photocopie du livre papier et du coup ça n'a pas un grand intérêt. C'est pour ça que nous on s'est posé la question et on s'est dit d'ailleurs c'est une autre activité de notre entreprise, c'était de se dire on va créer des livres vidéo digitaux, c'est-à-dire un livre numérique très augmenté par de la vidéo. Ça, d'accord. Ça c'est attention. Et dans l'esprit, c'est de dire à tous les gens qui font de la vidéo et qui aiment écrire ou qui ont des copains qui aiment écrire, etc. Lancez-vous, prenez contact avec nous, lancez-vous sur des projets qui mêlent les deux, on vous aidera parce que c'est une technologie un peu complexe quand même. Oui. On vous aidera à produire ça et après, selon le même principe, on le diffusera sur notre plateforme. Mais j'ai pas répondu à ta question. Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est une possibilité qu'on étudie et on se dit voilà au cas par cas s'il y a des auteurs qui veulent pourquoi ne pas faire ça. Et sous une autre forme, sur une plus jolie forme en fait. Ouais, c'est très important la forme d'un livre qui soit physique ou même je pense effectivement numérique. Pour avoir vu des liseuses dans le métro par exemple, je vois les gens lire là-dessus. Moi je trouve qu'il y a plus moi j'aime bien le contact du papier, l'odeur du papier, et c'est impérissable, on en parlait il y a pas longtemps. Enfin c'est impérissable. Et du coup oui sur la forme, moi ça me fait penser à un autre process puisque dans la photographie ça existe beaucoup, c'est l'avènement entre guillemets puisque ça reste encore assez marginal des web documentaires. Bien sûr. Et du coup oui, ça me parle beaucoup de ces sortes de livres en réalité augmentée avec les pages qui se tournent, ça pourrait être un très bon futur pour la forme du livre électronique, je pense. Mais je préfère le papier. Moi aussi, franchement, moi aussi. Je préfère le papier au livre numérique tel qu'il est fait aujourd'hui. Ma réponse, c'est on ne s'interdit pas d'en faire. Ça c'est clair. Même dans la forme où il est aujourd'hui, parce que pourquoi pas, si c'était un choix, si c'était une possibilité de donner une vie plus longue aux ouvrages, on préférerait refaire du papier. Ça c'est sûr. Par exemple. Mais si on a la possibilité, soit on conservera du papier sur notre librairie, mais ça dépendra des auteurs, il faudra qu'ils aient envie de faire ce choix. Soit on essayera de réimprimer, quoi, d'avoir suffisamment de demandes pour ressortir le bouquin. Et soit on pourrait, pourquoi pas, aller vers du numérique. On n'est pas contre le numérique. De toute façon, il faut réfléchir autour de cette question-là. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que c'est aussi l'avenir du livre. Tu peux pas t'asseoir en disant, de toute façon, on va faire du papier parce qu'il y a que le papier qui vaut. Non, on aime le papier. On est encore tous les trois autour de la table d'une génération qui lit papier, mais on est sûrement des dinosaures. Et bien, enfin, on le sera en tout cas. Je te donne un exemple si tu veux, Eric, pour situer ce débat. Ça dépend vraiment de l'œuvre que tu produis. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, mes jeux, ils sont très introspectifs.
eh ben, le papier, c'est vachement bien. Parce que tu le lis tout seul, au lit, t'as une relation à ton livre, t'as pas besoin d'avoir un PC, t'es tout seul. Si demain, par exemple, tu publies un jeu de rôle ou une œuvre cyberpunk, c'est-à-dire dans un univers futuriste, où effectivement il y a des méga corpos qui dominent le monde, il y a des gens qui sont... Eh ben ouais, la forme se prête vachement au LVD, c'est-à-dire le livre vidéo, comment tu dis LVD digital. Et c'est ça, c'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec un média qui a le sens de son contenu. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ton idée de dire le livre numérique, si c'est juste une copie du livre papier, eh ben, ouais, c'est moins intéressant. L'intérêt, c'est pour la personne qui prend le train tous les jours et c'est plus léger à transporter. Elle peut avoir toute sa bibliothèque sur elle. Voilà, la plupart des liseuses aussi ont des petits programmes pour jouer. Il y a des petits jeux, des trucs comme ça. Si, il y en a un intérêt, de fait. En théorie, ouais, je suis d'accord avec toi. La portabilité, le nomadisation du livre. Non, mais c'est intéressant. C'est important. C'est la plus-value du numérique. Après, il y a un autre truc quand même, c'est que c'est peut-être un peu en train de changer, mais pas tant que ça, je trouve. Ça reste cher, quoi. Ouais. Par rapport à, je veux dire, au prix du livre papier, ça reste cher. Alors, là, ils ont un peu La liseuse, non. La tablette, c'est excessivement cher et c'est très peu fiable. C'est-à-dire qu'il y a mais la liseuse, ça commence bien à se démocratiser quand même, Eric. Non, mais le prix d'un livre, du fichier, je veux dire, du livre numérique en lui-même. Tu trouves cher? Ah ouais, je trouve, ouais. Je trouve que j'en ai vu encore certains pour des livres qui sont publiés en livre de poche, ça fait presque le même prix que le bouquin en livre de poche. C'est un peu exagéré, quoi. D'accord, et là c'est problématique. Alors moi je sais pas, moi je suis pas confronté à ce genre de truc, mais d'accord. Aurélien, est-ce que tu avais d'autres questions? Non. Non, juste moi c'est pour. Attention à ton micro, le Guy là. Oui, ça va. Il a plus l'habitude. Ça fait trop longtemps. Moi je te rassure, à 3e saison, il nous faisait déjà le coup. Non, c'est juste pour dire vivant sur Paris actuellement. Et puis moi, un des seuls médiums culturels que je continue à acheter, c'est du livre en physique. C'est-à-dire pour les films, séries, jeux vidéo, je me débrouille autrement maintenant. Mais le livre reste le livre et effectivement, on parlait des dinosaures tout à l'heure. Mais moi, ce que je vois surtout à Paris, c'est il y a énormément de librairies indépendantes qui sont intéressantes dans le sens où j'en ai une près de Belleville, je me rappelle plus du nom, qui met en avant des livres effectivement où les éditeurs, je les connais pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Si ça se trouve, ça fait partie. Il y en a peut-être certainement de bibliocratie, mais je suis sûr qu'avec la génération actuelle de libraires, même si c'est dur actuellement comme métier, avec main dans la main, faire en sorte que le numérique fasse le lien avec la proximité d'une librairie indépendante. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais, ça, je suis sûr que la génération à venir parce que les libraires, j'espère et je le souhaite qu'il en existera toujours et que ça sera pas trusté par des. Il faut garder la proximité, je pense. Et j'espère que ce lien se fera par l'intelligence puisque effectivement la population française n'a jamais été aussi éduquée. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui écrivent, je pense. Et je pense. Pessimiste. Ouais, mais bon, ça c'est autre chose. Il faut avoir de l'espoir. Il faut aussi. Ouais, bien sûr. C'est lié en fait. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis et je vais apporter une précision parce qu'il y a quelque chose qui t'a dit qui oui, moi aussi. Il a parlé d'éditeur et sur Bibliocratie, c'est vraiment l'éditeur, c'est l'auteur quelque part. Mais oui, nous on est le facilitateur. Ouais. D'accord. On est un facilitateur, on est un passeur entre le lecteur et le créateur et d'ailleurs. L'idée, elle était simple, hein. On limite les intermédiaires. Et là, j'arrive à ce que tu dis. Tu me dis, parce que oui, bien sûr. Oui. Le libraire indépendant ou pas, c'est un intermédiaire. C'était une de mes questions. Et c'est quelqu'un qui fait indubitablement augmenter le prix du livre. Alors, on en vient toujours à cette affaire-là. La question de la distribution, c'est un vrai problème pour les indépendants. Ouais, nous on l'a réglé. Hein. La distribution, c'est d'abord la souscription. Ah. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. D'abord, l'auteur est libre de diffuser lui-même son livre s'il en a acheté et s'il a eu envie de faire ça. Il y a notre plateforme, mais je l'ai dit aussi. Nous, on n'est pas ennemis des libraires et notamment des libraires indépendants. Je pense que les premiers ennemis des libraires ont été les libraires eux-mêmes. Oui. Parce que, comment dire, c'est ce que Fly disait tout à l'heure quand elle disait on est,
sur les 15, sur les 30 nouveaux auteurs, il y en a 15 qui vont se retrouver au fond d'un truc. Mettre en avant. Mais voilà, ouais. la question de la mise en avant. Moi, j'ai été auteur j'ai écrit plusieurs livres, mais notamment un que j'aime beaucoup. Mon grand œuvre, on va dire pour l'instant. Voilà, soyons celui honnêtes. qui t'a mis 6 ans à créer. C'est un bouquin sur les Maasai qui s'appelle Maasai, légende de Tanzanie. J'allais voir beaucoup de libraires, il y en a qui m'ont très bien accueilli, qui ont pris mon bouquin, etc. Mais il y en a quand même beaucoup où je me suis rendu compte que le bouquin, ils le prenaient en dépôt d'abord, et certains m'ont jamais payé, et ils le mettaient dans un coin, ça durait 3 jours, au bout de 3 jours, tu le retrouvais, il était tout au fond du truc, ce qui veut dire que la personne qui le voulait ne le trouverait jamais, sauf si elle savait par ailleurs qu'il existait, donc qu'elle allait chez son libraire et qu'elle le commandait. Ça devient autre chose, tu vois. C'est déjà un truc. Et quelque part, mais c'est normal, les libraires ont été victimes, alors pour certains tout à fait consentants, pour d'autres contre leur gré, si tu veux, du flot de trucs merveilleusement bien marchandisés qui reçoivent tous les jours de la part des grands éditeurs. Mais attention, moi je lis énormément de livres et je lis des livres, des bouquins de chez Gallimard, j'adore la série noire par exemple, je lis des bouquins du Seuil, etc. C'est pas la question. Il y a de très bonnes choses qui sont faites dans les grandes éditions, mais il y a aussi des choses qui ne sont là que parce on sait qu'elles vont être vendues et qui n'ont pas une grande qualité. Et c'est elle qu'on retrouve en tête de gondole et pas forcément le bouquin un peu sympa, bien écrit, qui va apporter quelque chose à la société. Je vous rappelle que Proust s'est auto-édité. Gallimard a raté Proust quand même, c'est pas rien Proust dans la littérature française. Pour donner un exemple. Donc bon, voilà, la vie, c'est ça. Après, il y a les libraires indépendants qui font un vrai travail de choix, qui conseillent beaucoup leurs clients, etc. Et je suis d'accord que ça pose un vrai problème. Mais moi, j'ai confiance en eux dans le sens où je pense qu'ils vont être assez intelligents et réfléchis, et ils ont intérêt en tout cas à le faire, à de nouvelles manières de travailler avec des gens qui sont sur le net. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être ennemis, c'est ce que je veux dire. Nous, par exemple, de la même manière qu'on dit aux internautes, choisissez les livres qui sont édités. Ouais. C'est ça, hein. Il y a un livre qui est dessus, c'est des gens qui mettent de l'argent. Et ben on dit aux libraires, publiez ce que vous vendez, quoi. S'ils viennent chez nous et qui choisissent de soutenir un bouquin, on proposera même des partenariats. Hein. Moi, il y a un libraire qui tombe amoureux d'un bouquin qui est sur Bibliocratie demain, parce qu'on sera assez connu aussi. Hein, il faut qu'ils connaissent. Hein, je suis pas en train de dire que tu vois les libraires seraient contre nous et tout. Pas du tout. Je suis en train de dire qu'on n'est pas du tout contre les libraires. Il viendrait chez nous et tout, il dirait ouais, ce bouquin ça déchire. J'ai lu les extraits, etc. Je sens que j'ai envie de le vendre et tout machin. Il en prendrait tant. On lui mettrait. Il participera à la souscription comme les autres. On mettrait même un bandeau soutenu par la librairie machin chose à rue du Lac, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas incompatible. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Je pense que l'important c'est le lecteur, Aurélien, c'est l'auteur. Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Ah non, moi je vais t'apporter mon expérience, Eric, là-dessus. C'est que on est contacté régulièrement en tant qu'indépendant créateur de jeux par des boutiques, et le problème c'est qu'on sait pas quoi faire. Si notre modèle économique, il est pas fait pour laisser une marge aux boutiques. Au niveau juridique, ouais. Donc, non. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vendre mon livre. Il a un prix fixe. J'ai pas le droit de le vendre en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai pas le droit de le vendre à un prix inférieur. J'ai pas le droit de dire à une boutique, par exemple, que j'aime bien, je te le vends 17 € et comme ça, je te laisse 3 € de ma marge. Je peux pas faire ça. Et même, c'est-à-dire que je sais pas si légalement, d'ailleurs, j'ai pas le droit de le faire. Il y a peut-être des conditions particulières dans lesquelles je trouverais peut-être une combine, si tu veux, pour le faire. Mais le fait est que mon modèle économique, c'est-à-dire que si j'accepte ça, en fait, toutes les boutiques vont me commander. Et au final, à chaque fois, je vais faire 3 € de moins sur chaque bouquin. Et de fil en aiguille, mon modèle économique va s'écrouler. Parce que les bouquins, ils coûtent cher à imprimer. Et donc, ma marge, elle est déjà très faible. Et si tu comptes en plus les charges sociales, les déplacements, conventions, etc., t'as vite fait de te retrouver, en fait, sur la paille ou pas pouvoir faire les projets que tu veux. Donc, moi, je suis d'accord avec Eric. Quand il dit, on n'est pas l'ennemi, on n'est pas des ennemis des distributeurs, mais voilà, la balle est dans leur camp. C'est à eux de trouver des trucs, voilà. Moi, ils nous font souvent nous déplacer, en fait, dans leur boutique ou ce genre de choses. Ça, c'est des bonnes idées. Eric, la distribution, c'est vraiment le problème de toutes ces nouvelles manières de voir les choses, c'est clair.
comment Je suis d'accord. Pas qu'au niveau de la librairie et du Non. livre, mais sur plein d'autres choses. Mais Ah on oui. va pas. Jeux vidéo, par exemple, qui est, Je à pense cause de la à- dématérialisation qui est en train de s'écrouler. Je pensais aux biens de première nécessité surtout, mais on n'ira pas là-dessus Ah parce ouais, que c'est d'accord. trop compliqué. Ah, intéressant. Réduire les intermédiaires. c'est Réduire toujours les la- intermédiaires, je suis tout à fait pour. Ah, mais le problème, c'est que ça coûte l'économie réelle. Oui, là, oui, du bien coup, on sûr. taille dans le gras. Bien sûr. Ça Mais pour rapporte éviter rien. que des. Enfin, voilà. C'est un autre débat, mais enfin, ça rejoint. Mais On en reparlera de la distribution. Je pense qu'un jour, on sera probablement amené sur le podcast de la cellule à faire venir des distributeurs pour discuter de toutes ces problématiques avec eux. Ça, c'est vraiment un sujet passionnant parce que personne n'a envie que les petites bibliothèques et les petits libraires meurent, évidemment. Mais comment faire? Comment faire? Imaginons les centres-villes dans quelques années si effectivement tout se passe par le numérique. C'est à part pour les biens qu'on mange ou dont on a vraiment besoin, tous les biens culturels, si on les voit plus. Enfin, je sais pas. Moi, je me pose beaucoup de questions des fois sur l'avenir, sur la morphologie d'un centre-ville dans une trentaine, dans une quarantaine d'années. Je trouve ça assez intéressant. Enfin, grâce et comme je disais, à cause Internet, on va vers une évolution où je pense qu'il faut qui a créé énormément de plus de proximité entre le consommateur lambda et les auteurs, créateurs, producteurs, tout ce que vous voulez. Ça casse un peu les intermédiaires, mais effectivement, au niveau purement physique, je me pose énormément de questions sur les sur intermédiaires. Je t'ai pas appris ça, les intermédiaires. C'est encore le taxi pour Tobruk. Eric, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais peut-être qu'il faut se poser la question de comment dirais-je, des intermédiaires utiles et des intermédiaires moins utiles. Il faut se poser la question de Exactement. comment est-ce qu'on organise le lien entre ce qui se fait et ce qui permet d'ailleurs de toucher énormément de monde grâce à Internet et ce qu'on peut encore. C'est toi qui l'appelles comme ça, la vie réelle. Donc, la vie tout court. tu vois, il y a des possibilités, ça c'est sûr, quoi. Il y a des partenariats possibles, il y a des solutions, mais il faut une vraie réflexion autour de ça. C'est sûr. D'ailleurs, elle est menée dans le cadre du livre. Il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, mais je pense qu'ils réfléchissent à ça d'une manière qui est toujours la même, c'est-à-dire à comment est-ce que, enfin, qui est l'émetteur de cette réflexion, qui anime cette réflexion et qui a intérêt à ce que cette réflexion aille dans un certain sens. C'est très abscon ce que je suis en train de dire, mais en gros, on va pour dire les choses, c'est l'édition en France, c'est quelque chose qui est quand même très bien réglementé et qui est très bien organisé pour que voilà quoi, les grands éditeurs, les grands diffuseurs, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, touchent la majeure partie du gâteau, quoi. Bah oui, Ça, c'est sûr. tout le problème. Tu penses que le système en lui-même Il fait que les éditeurs, c'est-à-dire que le système légal encourage et donne la mainmise aux éditeurs? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah parle-moi, parce que c'est pas, pour moi c'est pas évident. Tu parlais du prix unique du livre, on peut se poser la question, on peut se dire le prix unique du livre, c'est pour garantir au lecteur la possibilité d'avoir le livre partout à un prix unique. C'est une connerie sans nom. Enfin, Alors je dis pas que c'était une bonne chose, une bonne ou une mauvaise chose, mais la vérité c'est que ça garantit surtout aux éditeurs la possibilité de vendre un livre, d'en décider le prix seul et d'empêcher les autres acteurs de la filière et surtout les premiers intéressés à vendre le livre comme ils le veulent. Je m'explique. Grosso modo, je le redis, sur Bibliocratie, les auteurs touchent 90% des bénéfices. C'est une inversion totale du système. Bien sûr. Un auteur débutant dans une maison d'édition traditionnelle touche 7% du prix hors taxe du livre vendu en librairie. 7%. C'est lui qui a sué pour créer le livre le livre. Il a créé, il touche 7%. Faut quand même arrêter de se marcher sur la tête. Ouais. Non? Quand même, non, mais sans rire. Vous écrivez, vous passez des heures sur votre table à écrire, vous êtes le producteur du truc, et au final, vous touchez 7%. Tous les autres touchent le reste. Alors le reste, c'est l'éditeur, alors qui vous explique qu'il fait un travail extraordinaire avec tous les auteurs, qu'il les encadre, qu'il les corrige, qu'il les fait progresser. On le fait aussi, c'est quasiment gratos chez nous. D'ailleurs, pour l'auteur, c'est gratuit. On les fait, donc ils nous expliquent ça. Après, ils nous expliquent que c'est eux qui prennent le risque financier, mais on l'a dit tout à l'heure, ce risque financier est quand même de moins en moins important parce que on préfère faire
des livres avec des gens dont on le sait qui vont vendre beaucoup de livres. Ensuite, on a des diffuseurs qui, eux, en gros, sont des logisticiens et font de la livraison, et qui, eux, prennent alors... en général, l'éditeur, il doit lui rester à peu près, on a dit 7, ça doit amener vers 35%, quoi, un truc comme ça, 25% pour le diffuseur, et puis il reste 20%, ça dépend des fois 40% au libraire. Ouais. Voilà la vérité. Et mais l'auteur, lui, il touche rien, que dalle, pot de zob, voilou. Sauf quand il s'appelle, sauf quand c'est un grand... je crois que Dormesson, un jour, il y a dans une vie presque antérieure, parce que ça fait bien faire 12 ans ou 13 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait un long article qui s'appelait Écrire et publier en France. Et on m'expliquait à l'époque que Dormesson devait être à 20%. Mais que le petit, d'ailleurs moi j'ai eu des contrats d'édition où on me proposait ça, était à 7%. T'imagines, t'écris le truc, tu fais une BD, par exemple, ou l'équivalent d'une BD, ou tu fais un bouquin avec un photographe, t'es l'auteur, tu prends un photographe, tu travailles avec un pote qui est photographe, qui lui te fait les photos. Et tu vas chez un éditeur, 7%, mais c'est pas 7% chacun. Non. C'est 3,5 chacun. 3,5 chacun. Par 2. Non, mais sans rire. Et alors, il faut savoir que les contrats, certains éditeurs, pas tous dans le milieu du jeu de rôle, mais certains éditeurs copient les contrats qui existent entre les maisons d'édition classiques, les grosses maisons d'édition et les auteurs, alors que en plus là, les espérances de vente sont de 500, entre 300 et 500 exemplaires, si tout va bien, en moyenne. Donc tu vois, ces problématiques-là, elles traversent la littérature, elles traversent aussi le jeu de rôle. C'est très intéressant. Eric, là, Et faut pas se faire d'illusions. Quand on fait un premier bouquin, un excellent tirage dans une grande maison d'édition, pour un premier bouquin, c'est 3000 ex. 3000 ex officiellement imprimés. Mais c'est pas 3000 ventes, c'est 3000 ex imprimés. Et c'est déjà bien. Beaucoup de maisons sont en dessous. Beaucoup de vous disent on va essayer à 1000. Tu vois ce que je veux dire? On va tirer à 1000. Mais je voudrais dire aussi, un truc très important, c'est que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'un livre qui est tiré à 3000 exemplaires, il n'est pas vendu aux particuliers ensuite. Il est vendu ensuite aux boutiques. Et le destin, par exemple, quand on dit, par exemple, un éditeur dit à un auteur, tu te rends compte, c'est un gros succès ton truc, on en a vendu 1000, on en a vendu 1000 à des boutiques. Et au final, ces 1000 exemplaires, une fois vendus aux boutiques, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Allez dans vos boutiques préférées, regardez tous les livres qui datent de, 20, 30 ans et qui prennent la poussière. Et ces livres-là, officiellement, ils ont été vendus par l'éditeur. Mais qui les a lus? Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi et que j'aimerais dire avec toi, Eric, tu me diras si t'es d'accord ou pas. C'est quelque chose avec lequel, en tout cas, moi, j'essaye de me battre. C'est de bien faire comprendre à un auteur qui traite avec une maison d'édition que c'est pas parce qu'il est vendu et que l'éditeur lui dit on en a vendu tant qu'il sera lu. Et quel est le but d'un ouvrage et quel est le but d'un auteur si ce n'est d'être lu? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a l'impression que être édité, c'est le sésame pour la lecture. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même quand on annonce des ventes extraordinaires aux boutiques, rien ne nous dit qu'ensuite les lecteurs ont boudé le livre ou que voilà, on n'en sait rien. Alors que par exemple dans des systèmes directs comme celui de l'indépendance, celui de Bibliocratie, on sait très bien que le mec qui a souscrit, il s'est engagé, il a fait le premier pas, il ira jusqu'au bout, il y aura des retours et le livre sera lu. Et ça, c'est quand même un des gros avantages de cette solution, il me semble, Eric. Je peux qu'être d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait rire ce que tu dis parce que quand on va sur le site, l'une des phrases qui revient souvent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on est, d'ailleurs, elle est là, j'ai le dossier de presse sous les yeux. Dans le dossier de presse, hein. C'est, tu vois, t'ouvres la 3e page. Lire a de l'avenir. C'est ça notre idée, quoi. C'est de se dire aujourd'hui, lire a encore de l'avenir, j'ai envie de le dire, et lisons, quoi. Lisez, écrivez, publiez. Soyez curieux. C'est ça mon truc. Et c'est vrai, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que l'auteur qui chez nous, par exemple, va réussir à publier son livre à 500 exemplaires, c'est 500 lecteurs minimum, parce qu'après un livre, en plus, ça se passe de main en main. Mais ça, c'est 500 vrais lecteurs. Et c'est 500 personnes qui ont cru au truc. C'est toute la différence. Ouais. Et on fait le pari de la qualité, c'est-à-dire que c'est
un peu par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure à un moment, Aurélien. Ouais. C'est quand on vient sur Bibliocratie, on vient chercher de la diversité. Et là, je parle de l'internaute lecteur. Et on vient d'ailleurs, il faut pas se le cacher, souvent pour un pote, dont on sait qu'il a le livre en souscription et qu'on a envie de l'aider. Ouais. Mais, et on s'en rend compte de plus en plus, parce que nous, on a les statistiques. Et justement, on se rend compte que de plus en plus, des gens nous prennent plusieurs livres, y compris d'autres gens qui ne connaissent pas. Tu viens ou pour des gens soutenir qui un pote, et au final, tu soutiens des auteurs. Tu soutiens des auteurs. Ouais. Et en fait, c'est pas de meilleur, enfin si, ça peut être de meilleure qualité que ce qu'on trouve dans les librairies. Je suis désolé de le dire. Et certains moins bons, c'est pas la question. Mais en tout cas, tu trouveras par des systèmes comme le nôtre la possibilité d'avoir accès à une littérature ou des livres de photos, tout ça, que tu ne trouverais pas ailleurs. Et oui. Parce qu'il y a des gens qui ne seraient jamais publiés s'il n'y avait pas des systèmes comme le nôtre. Ouais. Et c'est ça l'enjeu. C'est un plaidoyer aussi contre la standardisation de l'objet. Ouais, c'est-à-dire que sur Internet, tout type d'œuvre, de produit peut être produit. Et c'est ça la différence, à mon avis. Alors que dans une maison d'édition traditionnelle, dans ce cycle-là, il va falloir correspondre à certaines normes. Si on veut être mis en avant, il va falloir de la couleur, va falloir que ce soit vendable, que ce soit bankable, pour différentes raisons. La forme est devenue très importante. Si je vois, moi, un des médiums culturels que j'achète le plus, c'est de la bande dessinée. Et effectivement, les livres sont de plus en plus beaux, je trouve, puisqu'il y a des efforts d'impression avec des couvertures travaillées, ce qui font des beaux objets avec du beau contenu pour la plupart, puisque moi je me suis tourné dans la bande dessinée, j'adore ça, c'est plus vers les romans graphiques et vers toute cette nouvelle sphère de la bande dessinée qui est pas spécialement bien dessinée, mais qui va raconter une histoire qui moi me plaît, qui a de l'importance. Voilà. Moi je veux pas du beau, je veux pas du soleil, je suis désolé, l'Enfeust et tout ça, c'était marrant quand j'avais 15 ans. Et moi je veux du contenu et je veux du je sais pas, je veux qu'on fasse passer un voilà. Et du coup, pour la photographie, puisque moi je suis surtout touché par la photographie. Voilà, je fais très peu d'impressions. Moi, je suis beaucoup. J'ai commencé à l'argentique, j'ai fait du numérique et tout. Je m'étais posé la question plusieurs fois, est-ce que je ferais un livre sur certaines de mes photos, un artbook et tout. Maintenant, il y a des MOOC même. Enfin, ça devient très bien aussi les MOOC. Je vais en parler. Magazine, mais on va faire quelque chose. Oui, moi j'ai très envie en me découvrant, mais ça doit. Voilà, moi par exemple, moi je sais que tous mes projets perso, pour l'instant, ils sont sur 2 ou 3 disques durs parce que j'ai beaucoup peur des disques durs qui flanchent et du coup je fais des sauvegardes. Certaines sont traitées et d'autres, et puis il y a des projets que j'ai commencé depuis quelques temps et je voudrais bien les imprimer. Et j'ai la chance au Lido d'avoir une grosse imprimante. Ah, j'ai dit le nom, mince. T'as dit le nom. Ouais, c'est pas grave. T'es grillé. Et du coup, j'ai la chance d'imprimer sur du papier qui a un moindre coût parce que voilà, je suis employé chez eux et puis ça se passe bien. Bref. Et du coup, ça me fait des planches contact et je me dis c'est quand même bien d'avoir l'objet physique. Voilà. Pour moi, la finalité d'une photo, c'est qu'elle soit imprimée, qu'elle soit mise au mur ou qu'elle soit dans un livre. Et effectivement, pour en avoir parlé avec d'autres collègues qui sont... Parce que ce qui est marrant au Lido, c'est qu'on est tous des photographes, mais on fait tous autre chose à côté, quoi. Vu que la photographie est un milieu assez compliqué en ce moment. Ah oui, c'est comme la presse, quoi. Oui, bah, c'est pour ça, moi. C'est ce que je voulais dire. En ce moment, voilà, les codes du XXe siècle sont complètement bousculés dans cette entrée de 21e. Et moi, je trouve ça très excitant et très déstabilisant en même temps. C'est très paradoxal, en fait. Tout le monde devient photographe, tout le monde est... Everybody's photographe. C'est bien, bravo. Et puis, les gens continuent, même si c'est bon, moins bon, on s'en fiche. L'important, c'est de s'exprimer. Une importance, tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi. Non, c'était juste pour finir sur sur l'objet livre. Moi, je sais, par exemple, sur la photographie, j'aurais une question à poser pour, si je veux faire imprimer, un livre de photos et que je m'y connais un petit peu en technique d'impression, mais pas tant que ça, mais je sais que par exemple il y a des papiers de haut de gamme avec des pigments qui sont du papier Anne Mulle par exemple, sans citer des marques, et je sais que c'est des coûts de production qui seraient dantesques. Et
Ah, mais là, mais là, c'est autre chose. On est plus sur parce que de toute façon, l'objet livre photographique, j'en achète peu parce que malheureusement, j'ai pas assez d'argent puisque le livre photographique en général, les beaux livres photos, c'est de l'ordre de 50 € minimum et ça monte jusqu'à 100, 150 € parce que c'est des sacrés livres avec des belles impressions et du coup, je pense qu'il a des tirages limités. Comment tu fais, Eric, pour produire ce genre de choses? Mais là, c'est pareil, il va y avoir une discussion, je pense. Moi, produire un livre à 150 €, ça doit être possible. Je dois y arriver, puisque d'autres y arrivent. Non, je plaisante. Enfin, si j'y arriverais, j'y arriverais. Oui, mais si ce que je veux dire, ce qui est dur, c'est pas de faire un livre cher. Ce qui est dur, c'est de faire un livre pas cher, en fait. Ouais, c'est-à-dire, ce que t'es en train de me dire, ce que t'es en train de me dire, c'est, viens avec nous et puis on le fera. Non, mais en plus, parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De la même manière qu'on ne choisit pas qui est édité, dans la limite du légal, bien sûr. Ouais. Ça c'est bien précisé. Soyons clairs, c'est dans les. Non, pas de discrimination, pas d'incitation à la haine raciale, etc., etc. Donc, voilà. Vous pouvez aller revoir. Les mentions légales sont très intéressantes sur Bibliographie. Tout ça poil, on a le droit quand même. Tout ça. Ah voilà, non, tout ça poil, il y a pas de problème. C'est pas une incitation à la haine. Non, non, mais ça gêne certains visiblement. Non, ce que je disais, c'est donc de la même manière qu'on ne choisit pas. Et on s'arroge pas le droit et de dire voilà, un tel c'est bon, un tel c'est mauvais, il publie pas, et qu'on laisse à tout le monde le choix de la réalisation de son œuvre. Tu pousses le bouchon un tout petit peu loin en disant j'aimerais choisir jusqu'au papier, etc. Mais il y a des gens tu crois le pousser loin, mais en fait tu le pousses pas loin. Ouais. Je veux dire, il y a des gens, on a fait des livres de photographie, on en fait d'ailleurs encore, où des gens m'ont dit moi je veux, alors ils sont peut-être pas allés jusqu'à dire je veux tel papier là, mais ils disent je veux un papier comme telle marque de papier, mais je veux un papier comme ça, cette épaisseur qui ressemble à ce bouquin que j'aime beaucoup, etc. Tu vois, tu peux aller jusque là. Après, tout l'enjeu, ça sera de réussir à se dire voilà, quel imprimeur on trouve. Est-ce que pour la qualité, mais ça nos imprimeurs sont bons, donc il y a pas de problème. Tu peux aller au tirage si tu veux. Tu es prêt à te dire que ton livre il doit coûter combien pour qu'il soit réalisé, parce que quel est le tirage possible. C'est-à-dire que faire un livre comme tu dis, si tu te garantis tu vas en vendre 500 par exemple. Sachant que quelqu'un qui me dit je vais vendre 500 bouquins, je lui dis on va faire une souscription à 150. Parce que vaut mieux faire 400% de 150 c'est sûr. que 400. Enfin, vaut mieux faire, si tu veux, 300 livres. Enfin, avoir 300 souscriptions quand tu en as prévu 150, voilà, tout à fait. Parce que tu fais ton livre, qu'avoir 498 souscriptions quand on a prévu 500. Bien sûr. Parce que là, tu ne fais pas ton livre. D'accord. Et c'est un conseil que je donne aux auteurs, ça, en loose day. Mais même soyez fin dans votre. Il suffit de parcourir le site 30 secondes pour s'en apercevoir de ça. J'y ai pensé direct en voyant. Intelligent. Moi, par exemple, si je voulais monter un livre photo, je me dirais je veux du beau, mais est-ce que j'en fais en quantité, est-ce que j'en fais en qualité, qu'est-ce que je vais proposer? Attention, parce que là tu penses déjà en compte d'auteur. Mais lui, ce qu'il te propose, Eric, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité, dès le départ, vous allez discuter ensemble du prix et tout. Oui, bien sûr. Le service est bon, quoi. Et c'est les internautes qui derrière, si tu veux, financent, quoi. Ouais. Oui. Et c'est ça et enfin, quand je dis finance, achète le livre. Donc toi, c'est gratuit. Ça, c'est sûr. Il y a un truc. Mais c'est incroyable. Non, mais il y a des gens. Je me permets quand même parce que ça c'est trop beau, quoi. Il y a des gens. On a une fille que j'ai pas citée parce que j'ai pas cité tout le monde quand même tout à l'heure. On a des gens qui travaillent avec nous, des gens qui font que je suis là, par exemple. Donc Estelle Laco et Xavier Sfayet qui s'occupent des relations presse, et on a une fille qui s'appelle Rosanne Matteau qui est dans une community management en chef, si tu vois, qui est notre community management, qui adore la lecture, qui a beaucoup de potes qui écrivent, etc. Et elle a lancé le truc. Et il y a des gens qui viennent vers elle et qui me disaient non mais tu sais que quand tu dis aux gens que c'est gratuit et qu'ils vont toucher 90% des bénéfices, ils se demandent où est le piège, quel est le piège, quoi, où est le truc dessous. Et je te dis ça parce que c'est vachement important en fait. Donc tu restes le décideur de tout. Après moi, si tu me dis je vais faire un livre de 10 pages, il va coûter 180 € parce que mes photos sont vraiment excellentes, je vais te dire
quand même, réfléchis bien à ce que tu fais parce que c'est chaud patate. Moi, je serais plus intelligent que ça. Mais je pense que tu seras plus intelligent que ça. Il fait son smart boy, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais levés, tout simplement, la forme du livre, elle peut évoluer. Et moi, ce que je proposerais, par exemple, plutôt que de faire un truc en qualité avec plein de photos dedans, moi, ce serait plutôt une boîte photographique avec, par exemple, 2 beaux tirages dedans qui ne sont pas un livre et avec un feuillet photographique avec des add-ons en plus, mais il y aurait de belles photos que voilà, moi, comment j'imaginerais. Ça, c'est une vraie. On avance un peu. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est plein bien. de questions à poser. D'accord, mais c'est bien Eric. ce qu'il dit. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est déjà arrivé avec une fille qui faisait du dessin. Bah voilà. En fait, le livre n'est pas forcément. Il est pas fiché. N'est pas forcément quelque chose qui est, majoritairement rectangulaire ou carré. J'aime beaucoup les formats carrés avec un dos carré cousu, etc. Ça, c'est la majorité. Mais on a mené des projets où c'était en fait comme un peu une boîte en carton, si tu veux, tout à fait. et avec des attention, des aquarelles indépendantes, etc. Si vous faites une boîte, vous passez de la TVA à 5,5 à la TVA à 19,6. Oh. Ça, les gens qui font du jeu de société. Oui. Non, ça fait chier. Mais ça fait vraiment chier. C'était pas une vraie boîte. C'était une fausse boîte. Alors, j'ai plein de questions à te poser, Alors, Eric. En plus, ça va être des vraies critiques, je pense, ça va être des vrais scuds. Il va falloir les contrer. Pas de problème. Alors, d'abord, la première question, c'est autour de cette histoire de standardisation. On tourne autour. C'est-à-dire que l'idée, c'est que par Internet, par le participatif, on peut voir émerger un peu tout le monde, un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, mais c'est aussi ce qui fait la richesse. Moi, on me disait l'autre jour, par rapport dans un précédent podcast qu'on enregistrait avec Raon, l'ancien directeur en chef de Gameblog, on me disait, oui, mais Romaric, t'es élitiste parce que pour toi, ce qui compte, c'est qu'une œuvre soit singulière. Et oui, c'est important parce que la variété, c'est comme en génétique, la variété des esprits mène à la variété des idées. Et ça, c'est bénéfique de toute façon à l'humanité. Et j'en viens du coup, puisqu'on est un peu tous autour de cette table, je pense, contre la standardisation des idées et pour l'émergence de nouvelles. Et c'est presque enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais voilà, la commercialisation et la vente de produits en règle générale nous oblige à nous standardiser. Donc voilà. Là où je veux en venir, c'est sur mes critiques par rapport à Bibliocratie, mes questions plus exactement. Est-ce que tu crois que quelque chose comme la critique de la raison pure de Kant ou les livres parlant de la théorie de la relativité d'Einstein, c'est-à-dire à l'époque où ils sont parus, il y avait 10 pélos sur Terre qui étaient capables de les lire. Est-ce que tu crois que Kant aurait pu publier sur Bibliocratie ? Il me semble que non, parce que personne ne rentre avec Quick à son projet de bouquin. Et du coup, est-ce qu'il aurait eu des souscripteurs ? Et là, c'est la question plus exactement, c'est est-ce que le public, les lecteurs, sont bien placés pour choisir les livres qui doivent être publiés ? Tu vois la question, Eric ? Dans la mesure où, quel que soit le système, malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure, au final, c'est quand même eux qui les achètent. Je pense que c'est eux les mieux placés. Ça, c'est déjà un principe de base. Moi, je pense que Kant, non seulement il aurait publié une fois sur Bibliocratie, mais on aurait été obligé de refaire une souscription. Pourquoi ? Parce que d'abord Kant n'était pas un homme isolé et donc déjà les premiers bouquins il les aurait fait par son réseau. Ouais. Et il était très isolé. Oui, mais très isolé, mais pas au point de ne pas pouvoir trouver les 50 personnes qui auraient fait que. Peut-être que même moi, j'en aurais acheté 10, tu vois, par exemple. 10 critiques de la raison pure, il faut une vie pour les lire. Mais c'est pas grave, parce que ça peut aussi caler des armoires. Sinon, normalement, bretonne. C'est très prétentieux de ma part, parce que j'ai dit à beaucoup de gens qu'ils pouvaient utiliser le bouquin Maasai Légende de Tanzanie pour caler des armoires. Donc, ça me rapprocherait de Kant, donc c'est quand même très exagéré. Mais pour être sérieux, oui, bien sûr que ça l'aurait fait. Je vais te donner, mais bien sûr, mais je vais te donner. Attends, mais je vais te donner 2 autres exemples. Mais il faut juste que je me retrouve. Voilà, ouais. Est-ce que tu sais comment Gracq a été publié ? Est-ce que tu sais comment Proust a été publié ? Non, vas-y, parle-moi. Fais-moi rêver. Non, je vais pas te faire rêver, justement. Fais-moi rêver. Proust et Gracq, ils ont financé eux-mêmes l'impression de leur œuvre. Ils ont trouvé aucun éditeur. Ils ont payé pour être édités. Et aujourd'hui, si on fait un panthéon des auteurs en France, il y a de fortes chances pour qu'ils y soient tous les deux.
Grac en particulier, si tu veux mon point de vue. Donc le truc, c'est que tu vois ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est que quand quelque chose est bon, j'aime bien ce que tu vas dire. Ça finit toujours par émerger. Non. Mais par contre, et l'inverse n'est pas vrai, c'est pas parce que quelque chose n'émerge pas que c'est mauvais. Et c'est pas parce que quelque chose émerge que c'est bon. Bien mais sûr. quand quelque chose est bon, il finit bon gré toujours... mal gré, ça finit toujours c'est par ce que sortir. disait Flavie au début. L'œuvre trouve toujours son chemin. Sauf que il faut lui donner sa chance. Bien sûr. Et après, comment dire, qui est à même de juger de la chance que doit avoir quelque chose? Je te donne l'idée. Proust ou Grac, ils ont dû aller voir des éditeurs. Ouais. Mais des mecs qui leur ont dit non, c'est pas intéressant ce que vous faites. Mais non, mais la vérité c'est ça. Oui, Sinon ils auraient pas financé eux-mêmes. Hein. Les éditeurs, ça Oui. existait déjà. Hein. Bien sûr. Donc ils ont publié à compte d'auteur. Je pense que à la même époque, Bibliocratie ou l'équivalent aurait existé. On aurait publié Proust et Grac. C'est super ce que je viens de dire. Proust, Grac, venez, vous serez publié chez nous. Enfin, les fictions. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'une bonne œuvre trouve toujours le chemin de se réaliser. Ça, c'est presque un de mes credos. C'est presque, on pourrait l'écrire sur mes pieds. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que malgré tout, tu peux pas m'empêcher de croire que le système participatif encourage deux choses. La première, c'est que et tu vas répondre d'abord à ça, puis je te dirai la deuxième après. La première, c'est qu'il me semble que l'auteur, c'est parce que j'ai parlé de mes pieds, je pense. L'auteur est dans un système de séduction vis-à-vis du public. Et cette démarche-là, elle est c'est quand même un peu un frein à la créativité. Si tu commences à aller sur le site de Bibliocratie et que tu commences à dire à montrer les meilleurs extraits ou à faire en sorte que tu sois le plus backé possible, c'est-à-dire qu'il y ait le plus de gens qui te souscrivent. Je vois ce que tu veux dire, mais ça me fait penser par exemple aux auteurs qu'on voit par exemple sur les émissions un peu pompeuses en fin de soirée là. Moi j'ai envie de leur foutre des baffes. Même si je pense que leurs livres sont très bons, mais effectivement on les met ils sont là pour vendre leur c'est pas après ça. Alors c'est pas tant ça le problème, c'est que du coup ceux qui vont avoir les souscriptions, c'est ceux qui vont savoir se vendre, vont savoir séduire. Et c'est ça Eric. Est-ce que tu as une réponse Et comme Eric disait, non, c'était, je pense, déjà, ça va être le pote, la famille qui vont déjà, qui vont aider. Il n'y a que 50 souscriptions nécessaires, c'est ça. C'est ça. 50. Non. Si t'as choisi de faire 50. Oui, je sais. Non, mais c'est-à-dire au minimum, j'entends. Ouais. Donc ça permet de faire vraiment des tout petits tirages qui, du bouche à oreille, pourront être. Et puis peu importe pour l'auteur, puisque de toute façon, si son livre est publié, il sait qu'il sera lu au moins, même si c'est qu'une fois par sa maman ou peu importe, mais au moins il aura abouti son projet. Et rien que ça, c'est chouette. Il aura abouti son projet. C'est-à-dire, ça, je l'ai fait. Je peux passer à autre chose. Un autre roman, devenir charpentier. Voilà. C'est rien n'est figé. Enfin. Eric. Je vais te donner quelques exemples et je vais vraiment répondre à ta question. D'ailleurs, je vais commencer par répondre à ta question et je vais te donner quelques exemples. Non, les auteurs ne choisissent pas les meilleurs extraits de leurs bouquins. Ils choisissent les extraits qui leur plaisent le plus. La vérité, c'est ça. Donc, ils ont peut-être pas forcément raison de choisir ces extraits-là. Mais la vérité, c'est qu'ils choisissent ce qui leur plaît le plus. Alors, bien sûr qu'ils sont dans une opération de séduction, mais de toute façon... moi, je préfère aller séduire des lecteurs que d'essayer de séduire un éditeur qui, de toute façon, pense... Eric, je t'aime. C'est une déclaration d'amour. C'est génial ce que tu dis, super. Et est obligé, plutôt que d'aller séduire un éditeur qui préfèrent ou qui est obligé d'eux, parce que il y a aussi des très grands éditeurs en France. Je parle des gens qui sélectionnent les livres, mais qui peuvent pas faire leur boulot comme ils l'entendent, parce que derrière il y a le marketing et on leur dit attends non mais t'es malade. Moi je connais des grands éditeurs, notamment dans la science-fiction, qui non seulement ont écrit des grands livres et qui mais en plus sont sont éditeurs chez d'autres et qui me disent je peux pas éditer tel excellent auteur américain, je peux pas éditer sa traduction parce que ma propre maison d'édition refuse parce que ils disent ça va coûter trop cher et on pourra pas le faire. Donc tu vois. Donc tant qu'à séduire quelqu'un, autant aller séduire des lecteurs. Ça c'est génial. L'argument c'est ça, c'est de toute façon on va devoir séduire quelqu'un. Alors autant que ce soit les lecteurs directement plutôt que de séduire l'éditeur. C'est ça que tu dis. Et après pour le bon argument. Après pour aller un peu plus loin, c'est comment dirais-je
quand tu parlais de la standardisation, quand tu vois la diversité d'œuvres qu'il y a sur Bibliocratie, et je vous invite tous à le faire, bibliocratie.com. On est toujours là pour vous. Autopromo. Autopromo, c'est de l'autopromo. Je disais, quand tu vois la diversité qu'il y a, tu te dis que de toute façon, la standardisation, elle est pas prête d'arriver. Je prends quelques exemples comme ça. D'autant plus qu'ils sont actuels. Actuel, c'est 26 février. Faut pas oublier, ouais. Et que peut-être qu'ils ne seront plus tout à fait actuels, car chez nous, les souscriptions durent 2 mois, mais ce n'est pas grave, je vais en parler quand même parce que c'est sympa pour eux. On a un auteur qui s'appelle Patrick Fouillou, par exemple. Lui, c'est un mec, il est rock'n'roll, quoi. Et non, mais en plus, il est journaliste dans le rock'n'roll, il adore la musique, c'est un spécialiste de ça, et il écrit des œuvres qui sont décapantes. Il a fait un truc chez nous qui s'appelle La fuite des tuyaux, et je reprends ce qu'il dit parce que je le partage pour avoir lu son bouquin. Il me disait en interview, le lecteur, de toute façon, s'il commence ce livre, il pourra plus le lâcher des mains, parce que si jamais il le lâche des mains, il va se casser la gueule, il pourra pas se rattraper. Donc ça, c'est lui. On a une femme qui s'appelle Mitch Pearson qui fait un truc. Elle a fait une BD qui s'appelle Anansi et les crabes. Anansi, c'est un personnage d'origine africaine qui est alors elle est jamaïcaine, qui est très populaire en Jamaïque. Il est mi-homme, mi-araignée. On ne sait pas si c'est tout à fait un dieu ou si c'est seulement un personnage qui embête les dieux. Bon. Bref, et ça, c'est sous forme de BD. Et c'est un univers totalement nouveau, exotique et plein d'idées. Alors, je suis pas en train de te faire le catalogue, je te le montre, la diversité. Moi, on a un collagiste qui depuis des années fait des expositions, qui fait des choses totalement surréalistes, colorées, incroyables. Non, pas street art, du collage, mais comme un tableau si tu veux, mais sous forme de collage. Et qui vient de faire un bouquin avec nous, qui est qui met ses plus belles œuvres. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est plus standard du tout. On parlait de Audiard tout à l'heure et d'un taxi pour Tobruk. On a un jeune mec, mais vraiment jeune mec. Il a moins de 30 ans, 25, quelque chose, 25, 26, qui s'appelle Antoine Jourjon. Il vient de réussir sa souscription chez nous, puisque on est le 26 février tout de suite. Mais que quand vous écoutez, il a déjà fini sa souscription. Tout à fait. Et qu'au 26 février, il l'a déjà réussi parce qu'il est au-dessus de 100%. Ouais. Et lui, il a toujours, il me disait, c'est mon père qui m'emmenait voir les films d'Audiard, c'est lui qui il est Clermontois, qui m'a emmené la première fois à Paris, j'ai baigné dans cet univers, Frédéric Dard, etc. J'adore ça. Il a fait un livre, on se croit, c'est un mélange de Frédéric Dard et de Audiard. C'est un premier roman, et ce qui se passe sous l'occupation, c'est génial. Et ça existe. Olivier Béraud, un styliste pur, un recueil de nouvelles. Je te montre juste la variété. Un recueil de nouvelles. Quand tu le lis, lui, il dit, moi, de toute façon, ce qui m'a fait vraiment aimer le livre, c'est les grands Américains. Alors, John Fante, Bukowski, etc. Et un Français qui s'appelle Philippe Jean. Et quand tu lis, c'est taillé au couteau. Et tu te rends compte que c'est ça qu'il a aimé. Et ceux qui sont fans de ça s'y retrouvent. Mais on a des... T'as pas peur quand même? Alors, excuse-moi, c'est obligé de faire ton travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas Bibliocratie qui encourage la standardisation. Et là, tout ce que tu me dis, c'est que tu me fais l'article de la variété qui existe sur votre site. Et ça, j'en conviens. C'est-à-dire il y a autant de variétés que sur Internet, puisqu'il est sur Internet. Donc ça, c'est certain. La standardisation, moi, quand j'en parlais, c'était plutôt du côté éditorial. Quand tu as une nécessité de retour sur investissement, quand tu as une nécessité de vendre, de mettre en avant certains produits. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, il est dans la séduction. Je te repose une autre question, toujours sur ce même thème de est-ce que c'est le meilleur système? C'est ça. La célébrité. Si tu as un auteur, par exemple, typiquement comme Marc Lévy qui vient sur Bibliocratie, il va écraser, je dis bien écraser, du point de vue visuel, la totalité des gens qui seront autour. Et si tu as plusieurs auteurs qui commencent à faire ça, ils vont truster le top, non? Je suis pas d'accord. Moi, je crois l'inverse de ça. Moi aussi. Le jour, non mais vraiment, Marc, viens si tu veux. J'ai jamais lu. Non mais sérieusement, je ne lis pas tes livres, je n'aime pas ce que tu fais. Mais vu que tout le monde te lit, plusieurs millions de personnes, et que je suis un grand démocrate, c'est que ça doit être bon. Donc viens chez nous.
Et on publiera, et tu te rends compte, tu toucheras 90% des bénéfices. Mec, réfléchis un peu. Non, mais moi, t'attends, le jour où un mec, mais alors je te le dis, ça c'est, alors peut-être pas Marc Lévy parce que c'est trop, mais il y a pas de trop pour nous. Hein. On s'autorise tout le monde et on s'autorise de rêver, et c'est pas un rêve de croire que tout est possible, parce que le système, justement, il est pas fait pour notre système, bibliocratie. Il n'est pas fait uniquement pour des gens qui veulent publier à des petits tirages. Ce que je viens de dire, c'est une réalité. Mets-toi à la place d'un auteur qui tire, par exemple, à 50 000 exemplaires. Ce qui est déjà beaucoup en France. Qui tire à 50 000 exemplaires. Il vient chez nous, on fait le bouquin. C'est pour peu qu'ils soient un peu connus, de toute façon, et comme on est équipé pour, on va lui faire la même promotion que s'il était dans une autre maison d'édition, à une vache près, mais comme en plus c'est un système qui est nouveau, de crowdfunding et tout, il vient chez nous. Il va se retrouver peut-être même avec plus de presse qu'il en aurait eu chez son éditeur habituel, parce que le système est nouveau. Donc il va vendre autant de livres que chez son éditeur, sauf qu'il va ramasser, lui, 90% des bénéfices. Mais t'imagines, le mec, il se fait sans rire, quoi. 200 ou 300 000 euros d'un coup, ou peut-être 400 000. Non, mais attends, alors laisse-moi finir. Ce mec-là, qui tirera à 50 000 exemplaires chez Bibliocratie, qu'est-ce que tu crois que ça va faire ? Ça va faire parler de bibliocratie. Je veux dire, c'est génial ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler de bibliocratie, mais on peut aller encore plus loin. Moi, je suis prêt à aller chez Ruquier avec un mec comme ça. Et même avec toi d'ailleurs, pour qu'on parle de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a pas de raison pour tirer. Ça sera des locomotives pour les autres. Tu rigoles. Parce que là, il y a plein de gens qui iront. Et le système que je te disais tout à l'heure, t'arrives pour quelqu'un, et tu regardes. Et ça reste un site, quoi. Tu vois, c'est pas comme tout à fait un salon où tu... Ce que j'essaye de te dire, Eric, pardon. Juste pour rajouter quelque chose, en partant en futur anticipé. Après, vous me laissez vous répondre. Oui, bien sûr. En futur anticipé, c'est dans les 5 ans à venir, je suis sûr que ce serait possible, puisque des auteurs subversifs en France, ou pas subversifs, mais intelligents, il y en a, et je suis sûr qu'ils... Je pense ils auront l'intelligence d'aller sur ce genre de Je suis vraiment, je suis personnellement totalement d'accord avec vous. Mais j'y vois quand même un danger. C'est-à-dire que je pense que le crowdfunding, d'une manière générale, ça met en avant les fortes têtes. Ça met en avant les gens qui savent s'exprimer sur Internet. Ça met en avant les gens qui savent vendre un produit. Parce que l'auteur indépendant, c'est avant tout quelqu'un qui sait vendre son œuvre. Et je pense que c'est nécessaire pour un auteur qui veut faire du crowdfunding de savoir faire la publicité, faire l'article de son produit. Et c'est quand même une qualité que certains auteurs de talent, de génie, je pense par exemple à des gens de notre entourage qui font des illustrations, par exemple moi, Valérie Netavong par exemple, parlons-en, mon illustrateur. Tu prends ton micro ou quand des tu scénaristes ou nouvellistes, oui, qu'on connaît aussi. Bon par exemple si tu prends Valérie Netavong, il est très très bon illustrateur, c'est un illustrateur de génie, mais il ne sait pas se vendre. Il n'arrive pas à communiquer sur Internet. Alors, Eric. À part si tu veux répondre, Aurélien, mais moi j'y vais sur notre site en fait. Pour l'instant, après il se passera autre chose, mais sur notre site pour l'instant. Pour l'instant, je le redis, c'est le 26 février. Si vous allez sur le site, non mais c'est vrai parce que si vous allez sur le site au moment de la diffusion, on va très très vite avec Guillaume et parce que Guillaume est quelqu'un de très punchy. On est en train de réfléchir justement à la manière de créer plus de l'échange entre auteurs, et lecteurs. C'est génial, le principe des citations aussi, des gens qui donnent leur avis là. Qui donnent leur avis. On va aller plus loin que ça parce au 26 février, on pêchait encore un peu par le côté justement discussion entre les lecteurs, les auteurs entre eux. Nous, on est en train de on veut créer la communauté des bibliocrates. Ça vous parle, vous, la communauté des choses, hein, la communauté des bibliocrates, c'est ce qu'on veut créer. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense que c'est pas... Oui, t'as raison. Les gens qui savent le mieux se vendre dans la vie, se vendent le mieux. Je suis désolé. Et sur Internet, c'est la même chose. Oui. Et c'est pas pire avec le crowdfunding. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Mais si tu vas voir sur notre site, il y a des gens, sincèrement, la couverture, elle est pas terrible. C'est eux qui l'ont fait. De mon point de vue, c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Leur petit mot sur eux-mêmes, il est pas forcément génial. C'est pas super sexy, mais la manière dont ils écrivent les extraits qu'ils ont mis montre que le bouquin est de qualité et ils sont déjà
au 26 février, Oui, à bien sûr. plus de 100%. Et ce que je veux dire, c'est que ça. Mais t'as raison. Je parlais d'Olivier Béraud, ce nouvelliste qui est très très bon. C'est quelqu'un, lui, de toute façon, son réseau, ça doit être 24 personnes. Donc c'est sûr qu'on. Ouais, il y a des gens on tire un peu plus, ouais. Mais Eric. mais non, justement, c'est là que c'est important. On parlait de si un grand auteur vient. Nous, notre boulot, notre mission, c'est la notoriété du site. Ouais. Il faut que Bibliocratie, à terme, et c'est notre but, devienne une alternative réelle. C'est-à-dire que chaque mec qui sera en train d'écrire, ils se disent: est-ce que je vais chez Gallimard? Est-ce que j'envoie mon manuscrit à Gallimard? J'ai rien contre Gallimard en particulier, ou au Seuil, ou chez Grasset, ou chez Flammarion. Ou est-ce que je le mets sur Bibliocratie? La vérité, c'est ça. Est-ce que je choisis tel système ou tel autre système? C'est ça la vérité. Et quand t'as cette notoriété, pourquoi c'est notre devoir de faire ça? D'abord parce que ça nous permettra de vivre, d'embaucher des gens, mais là, c'est pas pour ça qu'on doit le faire. C'est pour nos auteurs. Le jour où la notoriété du site est suffisamment forte, le réseau des mecs compte. Mais après, il est largement dépassé. Le jour où la communauté des bibliocrates fait plusieurs millions de personnes. Ah, mais c'est ça. Eh ben, c'est comment c'est tu réglé. fais là? Alors attends. Non. Justement, c'est pas réglé. Comment? De toute façon, tu vas être dépassé par ton succès parce que je suis sûr que ça va cartonner ton truc. Merci. Je te le dis comme je le pense. Je pense que en plus, t'es un bon communicant. Moi, tu m'emballes à fond. Le truc, en fait, si tu veux, c'est que quand tu vas avoir plein de gens qui vont venir pour publier sur ton site, comment tu vas mettre en avant? Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Au niveau chronologique, c'est-à-dire le premier à poster va être le premier? Ou alors est-ce que t'auras pas une espèce de truc genre ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui demandent peu, ceux qui demandent ci, ceux qui demandent ça? Comment tu vas mettre en avant? Nous, pardon, Aurélien, si tu veux, mais nous, c'est chronologique, ça c'est sûr. Eric. C'est-à-dire que C'est chronologique et c'est tout. c'est T'arrêtes là. à tenter, il y a X bouquins qui sont mis en ligne. Donc c'est je veux dire, nous sommes le 26 février et c'est un mercredi. Aujourd'hui, 3 bouquins ont été mis en ligne. Très bien. Et ils seront en ligne pendant 2 mois. Et c'est leur place tout de suite. Et il y en aura 3 autres ou 5 autres ou 10 autres la semaine prochaine. Et forcément, oui, la chronologie part. Mais on va aussi travailler à la lisibilité des choses. C'est-à-dire le genre. J'ai oublié le fantastique tout à l'heure, et la science-fiction, on en a. Le genre, c'est-à-dire quel type d'œuvre l'internaute cherche. On met en place un système en fonction de ce que les gens aiment lire, un système de conseils, mais pas de pour ce que les gens aiment lire. Non, mais de ce que les gens, la personne qui achète. Ouais, mais Et là, tu viens sur le site. En fait, la communauté des bibliocrates, c'est pas seulement des auteurs pour nous, hein. C'est aussi les internautes et les lecteurs qui sont avec nous. Ouais. 1 million d'auteurs, ça fait quand même beaucoup, mais on va le faire. On va y aller. Ça va prendre un peu de temps. on va y arriver. Mais si tu disais, veux, ils sont 11 millions. S'ils y passent tous par bibliocratie, vous serez des millions. Ah bah oui, ça c'est beau. Ouais. Hein. Mais ouais, il y aura du monde. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la durée de vie sur Bibliocratie, elle est de 2 mois de toute façon, hein, puisque là, c'est 60 jours. Ouais. Et après, tu as le droit de revenir, soit avec le même ouvrage si ça a raté, soit avec un autre ouvrage. Mais bon, je veux dire, pour l'instant, c'est 3 mois. Peut-être que quand on en sera là, ça sera 4. Mais on aura de toute façon affiné le système donc par genre. Vous préférez les romans, vous allez là, vous préférez le polar, vous allez là, vous préférez la science-fiction, c'est d'abord ça, et puis après il y aura l'actualité générale du site avec par ordre chronologique, enfin au moment de l'entrée, qui est là en ce moment, quoi. Ouais, faudra être un peu curieux, mais on n'aura jamais des millions de bouquins en même temps sur la page. Ça, c'est pas possible. C'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné, il faudra être un peu curieux et il faudra aller voir, il faudra aller chercher en fonction. Et les critères de recherche seront vachement importants. Je te donne un exemple. Imagine, par exemple, je sais que tels auteurs ont l'intention de sortir leur projet fantastique entre avril et mai. Ben moi, si je fais un projet fantastique, il va falloir que je fasse attention et que je le sorte qu'en janvier. Comme ça, avec un peu de chance, je serai le seul. Ce que je veux dire, c'est que ça va impliquer des connaissances du site qui vont être grandes et qu'il y a forcément, et puis pas uniquement, savoir vendre parce que une fois que c'est sur Bibliocratie, il va falloir utiliser les réseaux sociaux pour faire de la publicité pour aller chercher. Bref, est-ce que à terme, ça n'encouragera pas
certains types. Est-ce que finalement, on va pas retrouver les mêmes problématiques, mais directement en passant par la source? On va retrouver des mêmes problématiques éditoriales que les éditeurs traditionnels, mais en passant par la source. Et moi, ça, c'est une interrogation réelle. Non. Je crois pas, moi. D'accord. Parce qu'on fera des trucs. On a déjà commencé d'ailleurs. C'est ce que je te disais. On fait des suggestions de souscription. Tu viens pour un truc, on t'invite à souscrire pour autre chose. Enfin, en bas, quoi. Tu finis ta souscription, t'as une dessus. Mais on va l'affiner. On va même affiner au point où on était en train de se dire on créera un moteur de recherche où les gens pourraient dire moi je cherche un roman où il y a 2 héros dont un est une femme, c'est un policier. Tu vois, vraiment aller jusqu'au truc. Quoi. Si vraiment le jour où on aura vraiment beaucoup de choses, on fera ça. Et c'est l'autre élément de réponse que je voulais te donner. Eric. Je suis en train de le perdre. Concernant ça. Non, oui, on a déjà mis en place un système où on dit, par exemple, les mieux notés, ceux qui ont les meilleures critiques, ceux qui sont le plus, mais ils sont côte à côte. Et on garde un truc aléatoire en permanence. Mais attention. Et aussi, tu vois ce que je veux dire. Et l'aléatoire sera le plus. Le problème d'Internet, c'est que tu as toujours un mégaphone avec toi. D'accord ? Si ce que tu dis, c'est méga génial, ça va s'amplifier, ça va faire un effet boule de neige incroyable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Mais si ton truc, c'est un prout sous l'océan, ça ne fait rien, mais rien du tout. C'est-à-dire que t'as tous les extrêmes. Sur Internet, on retombe dans cette espèce d'extrême où tu peux être un super succès. Je prends par exemple les exemples de crowdfunding qui ont super bien marché, comme le jeu de Tim Schafer dans le jeu vidéo, ou alors tu peux être un tout petit truc. Et juste, je finis et je te laisse la parole, Aurélien, c'est que ce qu'on observe dans les phénomènes de crowdfunding depuis 2 ans, c'est que, en gros, les petits trucs, ceux qui demandent peu, par exemple le bouquin qui demande 50 exemplaires, par exemple qui demande d'avoir que 50 souscriptions pour se faire, ça marche. Ceux qui demandent énormément, ça marche, mais que l'entre-deux, ça n'existe pas. Mais la vérité, c'est que où tu commets une erreur, c'est que nous, c'est affiché à l'intérieur. Enfin, en fait, t'as la couverture, tu rentres un peu plus, etc. Mais tu ne demandes pas 50 exemplaires pour se faire. Tu choisis juste au départ qu'il y en aura au minimum 50, d'accord ? Mais il n'y a rien qui dit, moi je veux au minimum 50 exemplaires pour que ce soit fait. Tu sais que c'est 50 exemplaires, mais tu as un pourcentage. Tu vois défiler une barre où tu vois que le projet arrive à son terme. Mais quelqu'un qui dit 50, quelqu'un qui a tablé sur 50 exemplaires, qui au bout de 2 jours a fait ses 50 exemplaires. Ouais. Il reste sur le site pendant 2 mois. Donc il peut faire 1 million d'exemplaires. C'est bien. Donc c'est ça l'idée. Non mais attends, après bien sûr tu mets le doigt sur quelque chose qui est réel et qui est une question qu'on malheureusement on ne se pose pas tout de suite. Tu fais bien de la poser. J'espère qu'on se la posera très vite. Mais c'est prétentieux que je vais dire, mais pas tant que ça. C'est notamment grâce à Guillaume, qui est vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça, à ces problématiques-là, qu'on trouvera la solution, parce qu'on essaye d'être innovant en permanence pour justement améliorer le site, mais pas l'améliorer dans le sens de ce qui nous anime profondément, c'est-à-dire une forme d'accessibilité à tous, à la possibilité d'être publié. On en revient toujours au même truc. Il y a un projet politique derrière. Oui, et comment dire, on protégera, on fera en sorte que les grands tirent les petits, parce que comme disait l'autre, tous les nains ont commencé petits. Et si on se rendait compte de ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement il y a un milieu un peu informe là où ceux qui sont sur une publication je veux dire moyenne quoi seraient bouffés, on trouverait une solution pour sauvegarder ça. On a une newsletter par exemple qui permet de mettre des bouquins en avant, tu vois. Je veux pas dire qu'elle sert à faire les pompiers chaque fois qu'il y a un projet qui est en danger, mais peut-être que ça pourrait être ça. Aurélien. Moi, c'était juste pour dire au niveau de la lisibilité d'un auteur X ou Y. Je pensais par exemple à un auteur ermite qui vit dans sa petite cabane en haut d'une colline perdue dans le Vercors, qui a une connexion internet de 56K, qui a pas de réseaux sociaux, qui va sur Bibliocratie malgré tout et qui poste son projet. Il a aucun contact, par exemple, parce que mais je suis sûr que si vous faites le boulot, le taf éditorial, vous dites mais le mec il a fait un truc de tueur quoi. Ce genre de petits effectivement seront tirés. Ils auront peut-être une lisibilité aléatoire ou peut-être pendant parce que
ce que je souhaite à Bibliocratie, par exemple, c'est d'ici quelques années, après, ce sera la semaine de la fantasy, ou le truc comme ça, un peu comme des thématiques où tu remettras en avant des choses qui ont bien fonctionné. Et je suis sûr que oui, forcément, si le concept cartonne, il y aura forcément des laissés pour compte, mais c'est pas grave, parce que je suis sûr que ça... Enfin, comment dire ? Mais oui, mais en fait, je vais te dire, Aurélien, je vais essayer de dire ce que tu veux dire. Vas-y, dis ce que je veux dire. En gros, Bibliocratie, c'est toujours une autre opportunité. Et donc, c'est forcément un bien. Quand bien même tout ce que je dis là... C'est pas une opportunité, c'est une alternative. Une alternative, et c'est ce que je voulais dire, excuse-moi. C'est une autre possibilité. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, toutes ces critiques, ben oui, soit. Mais n'empêche, ça existe et c'est un plus. Donc de toute façon, c'est quelque chose de nouveau, d'expérimental. De toute façon, c'est bon. Parce que ça offre une richesse et une variété qu'on ne pourrait pas trouver dans les maisons d'édition traditionnelles. Là où je veux en venir, c'est que même si tout ce que je dis est vrai, même si toutes mes menaces, entre guillemets, se réalisent, eh bien, de toute façon, ça aura le mérite d'exister et vous trouverez des solutions à ce moment-là. Et puis, voilà. Juste pour finir, la génération actuelle, voilà, elle peut être auteur, elle peut être photographe, elle peut être écrivain, elle peut être BDiste, et à côté avoir d'autres activités professionnelles, puisque c'est comme ça aujourd'hui, qu'on se le dise. Et du coup, ce genre de tremplin où on dit, bah voilà, tu vas gagner 90% si ton projet il fonctionne, et bah tu dis, bah ok, je préfère aller là que effectivement envoyer à un éditeur, un gros éditeur, même si il y a il y a de très bonnes choses là-bas aussi, mais tu sais très bien que ton truc il sera en fin fond du machin, on te répondra mais là, 3 mois plus tard. Il y a le risque qu'il se retrouve en fin fond du machin. Bien sûr, mais je suis pas sûr en fait, dans le sens où voilà, les auteurs actuels, la génération actuelle est intelligente. En général, par exemple, tu fais de la bande dessinée, t'as un blog BD à côté, puisque c'est comme ça qu'il faut que ça commence. Et puis, t'envoies ta demande. Le mec, il va aller voir, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est cool et tout, nanana. Là, t'as ton blog BD et tout, t'es déjà un bon communicant. Bah oui, mais non, mais c'est souvent le cas quand même des auteurs, mais sinon il serait pas auteur. Hein. Mais non, mais quelque part, enfin, si pas, non, je suis pas, non, je suis pas. S'ils savaient pas écrire, pas d'accord. Ouais, mais écrire, c'est une chose. Hein. Moi, je connais des mecs. Ils aiment pas communiquer du tout et c'est d'excellents écrivains. D'accord. Pas forcément inversement proportionnel, mais ça se réfléchit. Mais ton ermite, pour être totalement franc, aujourd'hui, sur Bibliocratie, enfin, le 26 février, ça aurait peut-être été un peu compliqué. C'est la blague du podcast. Non, mais c'est pas la blague. C'est parce que, tu sais pourquoi c'est pas une blague? Parce que si aujourd'hui on est le 26 février, et au moment où vous écoutez ça, l'émission, on est autour de 2 mois plus tard, ou d'avril, beaucoup de choses auront changé. Ou mars, je sais plus. Beaucoup de choses auront changé. Parce que je pense qu'on sera déjà plus connus. Et donc, je voulais dire qu'au 26 février, pour ton ermite, ça aurait été assez compliqué, mais on aurait fait le boulot pour l'aider au maximum. Aujourd'hui, au mois de mars, ou avril, je ne sais même plus quel mois on est, c'est terrible. On continue de beaucoup travailler à la notoriété du site. Et ben, c'est de moins en moins compliqué. C'est-à-dire que plus le site est connu, plus les gens qui n'ont pas de réseau ont une chance sur Bibliocratie. Ça, c'est très important. Quant à l'histoire qui est des laissés pour compte et des fonds du panier, toi, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que si le fond du panier ne se fait pas, non, mais je veux dire, le fond du panier chez un éditeur, c'est que t'as 0 chance, quoi. Je veux dire, c'est réglé. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est même pas le fond du panier, c'est que c'est pour ça. Direct à la poubelle. Ouais. Sur Bibliocratie, c'est quelle que soit la taille du panier et le nombre de personnes qui auront en souscription, tout le monde aura toujours sa chance. Et après, on fera rouler, on fera rouler les choses de manière à ce que de toute façon, tout le monde ait de la visibilité. Non, mais je vais te dire, le truc qui te sauve là, c'est ton opinion, c'est ton point politique. C'est la politique du site. C'est en fait ce que tu me dis, c'est au final, vous avez fait ça pour justement permettre aux petits de profiter de la locomotive des grands. Donc vous avez ce désir-là, mais c'est bien particulier à votre système de crowdfunding, ça. Hein. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit que j'avais fait ce système pour favoriser les petits et pour que les petits profitent des grands. C'est toi qui m'as dit qu'est-ce qui va se passer si les grands viennent. Moi, au début, j'ai fait ça, c'est ouvert à tout le monde. Les petits, les grands, les gros, les maigres, les blancs, les jaunes, tout ce que tu veux, c'est pas un problème. D'accord. J'ai pas de, comment dire, je n'ai pas de problème
avec les gens qui créent. Non, mais vraiment. Non, mais- Et quelle que soit la création qu'ils Bien sûr. fassent, qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, je n'ai aucun problème avec les créateurs. Mm. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Par certains moments dans ma vie, j'ai la prétention d'en être un ou d'en avoir été un. Ou d'avoir envie d'en continuer. Je sais ce que c'est que foutre ses tripes sur sa table pour écrire quelque chose. Je sais ce que c'est que d'avoir des amis, parce que malheureusement, je ne suis pas capable de susciter une grande émotion, par exemple, par une photo, par de la peinture. J'aime faire de la photo, tu vois. Il y a même des photos dans un de mes livres. J'ai osé faire ça, tu vois, alors que je suis pas un vrai photographe. Mais ce que je veux dire, c'est que la création, il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai aucun problème avec les créateurs. J'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui profitent des créateurs. Ça, c'est la grande différence. Donc, qu'ils soient grands, petits, je te dis, ils peuvent venir. Ce que je dis, c'est qu'un système comme celui-là fera que les grands tireront les petits. Voilà, Parce que la notoriété du site Mais tu n'as pas fait ça fera pour la notoriété de tout le monde. Tu n'as pas fait ça pour ça. Je Ouais. pense à ça. Ouais, d'accord. Et Très bien. si on sentait que le système générait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité que le système se répète par rapport à Bah notre oui. système, eh ben on changera le système, ça j'en suis sûr. Très bien. Très très bien. Eh bien, franchement, Jamais rester Eric. statique. super présentation Ouais. de bibliocratie avec, on voit hein, les enjeux du site. Est-ce que tu as des points que tu voudrais aborder, des choses que tu vois? On arrive gentiment sur la conclusion là. On n'a plus beaucoup de temps, mais franchement, c'est une super présentation du site que tu nous as faite aujourd'hui. Avec, on voit, hein, c'est un projet. Oui, moi je dis que c'est un projet politique aussi, dans la mesure où ça donne la parole à des créateurs que l'on n'entendait pas, que l'on n'entendait plus. C'est une alternative aux solutions et donc en tant qu'alternative, elle est toujours bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Elle est toujours bonne à prendre en considération du moins. Réfléchissez si vous êtes auteur aujourd'hui, Bibliocratie est là pour vous. Et je voudrais juste faire un point par rapport à Lulu, parce que je sais que parmi les auditeurs et parmi les auteurs en herbe dans le milieu du JDR, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Lulu, c'est un Eldorado. Alors Lulu, tu connais le principe ou pas, Eric, ou tu veux que... Alors Lulu, le principe, c'est un imprimeur en ligne. Et c'est un imprimeur en ligne à la demande. Tu envoies ton PDF. Si tu veux, toi, en tant que consommateur, trouver ton livre, tu cliques sur le PDF, tu dis je veux une impression de ce PDF et on t'envoie le dos carré collé tel que l'auteur l'a voulu. Là, il y a un ensemble de choix que l'auteur choisit. Et lorsque Lulu envoie lui-même le bouquin et lorsque tu le reçois, donc l'auteur lui touche 75% de la marge brute et 15% va à Lulu. C'est-à-dire que en gros, ils prennent sur les bénéfices que l'auteur fait par rapport au coût de production. Sur le coût de production. Mettons, tu vends un bouquin 20 €, excuse-moi, je suis pas clair. Tu vends un bouquin 20 €, il a coûté 5 € à produire. Donc, du coup, ça veut dire que toi, en tant qu'auteur, tu allais te faire 15 €. D'accord? Eh bien, Lulu prend 15% de ces 15 €, il t'envoie le reste. C'est quand même et t'as aucun risque, parce que t'as pas à avancer l'argent. L'impression est à la demande. Donc, t'as rien à avancer. Ça, c'est une très bonne solution, sauf que par rapport à Bibliocratie, dans ce cas-là, il n'y a pas le service éditorial qui va avec, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas comment elle s'appelait. Ouais, Enfin, c'est notre démarche. Clarisse, il y a pas Clarisse, voilà, il y a pas Clarisse qui donne. Mais si c'est ça, Ouais. qui donne les conseils. J'ai peur qu'il y ait autre chose. Au niveau des droits d'auteur, ouais, moi je voulais savoir. C'est ça. Alors, Ça reste à. par rapport à Bibliocratie ou par rapport à Lulu? Par rapport à Lulu. Ah non, Ça- c'est l'auteur, c'est les droits d'auteur. De toute façon, en France, sont D'accord, incompressibles. Ok. Et c'est Très pareil sur Bibliocratie. Les droits d'auteur sont à l'auteur, de toute façon. Mais comment ça Eric. se passe quand t'as qu'une... Enfin, ce que je veux dire, c'est que on le sait, plus tu publies en petite quantité, plus tu imprimes en petite quantité, Oui. plus le prix à l'exemplaire, à l'unité est cher. C'est Ouais. le principe de l'imprimerie. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait des livres très chers ou... Bah non, parce que le coût d'impression, c'est Lulu qui le détermine à chaque fois pour un exemplaire. C'est-à-dire que c'est comme si chaque bouquin te coûte le prix d'un exemplaire. Eux, ils payent Lulu, en fait, ils se rémunèrent sur le bénéfice que... Non, Enfin, mais je suis d'accord. Mais si t'as quoi? Si t'as 10... Admettons. ah non, ils partent sur un exemplaire. C'est-à-dire le coût d'impression d'un exemplaire pour eux, comme si c'était un exemplaire à chaque fois.
Donc c'est très cher. Enfin, le coût d'impression qu'ils proposent, il est très cher au final. Au niveau du choix de la forme, c'est assez restreint du coup. Ah bah oui, là, c'est super. Non, parce que, voilà. ce que je voulais dire, c'est que nous, parce que je voudrais corriger quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais capable de faire des livres à 150 € et que la difficulté, c'était pas de faire des livres chers, c'était de faire des livres pas chers. Nous, nos livres sont à des tarifs très intéressants par rapport au prix du marché. Même sur les petites quantités. On n'est pas sur des, comment est-ce que je veux dire, on n'est pas sur des trucs où le livre s'il était fait chez un éditeur classique coûterait 15 €. Ouais. Chez nous, il va pas en coûter 25, quoi. Il va coûter le même prix, voire moins cher. Pour te dire, c'est ça la différence. Un A5 de 200 exemplaires avec une couverture couleur en 2 carrés collés, c'est entre, sur Lulu, ça doit être entre 12 et 9 €, je crois. Ah, tu vois, c'est cher, hein. Pour 200 pages en 2 carrés collés. Pour un A5. Je peux te montrer si tu veux, j'ai des livres ici faits. Alors, il y a ça d'une part, mais d'autre part, et ça je te le dis, je sais pas ce que c'est la qualité de l'impression chez Bibliocratie, j'en sais rien. Mais vous m'avez dit que vous faites appel à des prestataires, enfin, c'est des gens, Lulu, la qualité d'impression, elle est médiocre, hein. Les illustrations, elles sont pixelisées. Enfin, c'est vraiment pas terrible du tout, quoi. Franchement. Donc, je sais pas vous. Nous, tu verras pas la différence entre un livre qui est fait chez nous et un livre qui est fait chez quelqu'un d'autre, parce que il y a beaucoup on a notamment un éditeur normand qui s'appelle Corlet, qui est très connu dans le métier et où de grandes maisons d'édition impriment chez lui. On en a un autre qui est auvergnat, qui s'appelle All Numérique, qui fait de la très belle impression en quadrille, et puis on en a plusieurs autres dans plusieurs endroits en France. La seule chose, c'est qu'on a choisi pour l'instant, et je pense qu'on s'y tiendra, à éditer en France. À imprimer et à produire les livres en France. On a le même choix. Parce qu'on fait tous les mêmes choix. Putain, je suis d'accord. Parce qu'on a très bons imprimeurs en France et qui font du très bon travail et qui aujourd'hui le font pour pas cher. À part pour voyager, ce qui est une autre chose, parce qu'on aime bien les voyages, on n'a pas tellement de raison d'aller imprimer en Chine ou en Italie. Parce que c'est surtout là. Maintenant moins. C'est Bulgarie, Roumanie, Chine, Thaïlande. Voilà le côté positif de la finalité de la mondialisation, c'est qu'on revient à se dire que c'est mieux de produire chez nous. Après, bon, je vais pas rentrer dans un débat politique. D'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi, mais c'est juste pour dire qu'on a d'autres exemples d'autres amis qui font des batteries made in France, par exemple. Eleven Drums, qui travaille ici à Saint-Malo. Exactement, à Saint-Malo, pas très loin. Et voilà, moi je suis pour, complètement. Après, c'est pas forcément lié à ce qu'on est en train de dire, mais sur le site, on a beaucoup d'auteurs québécois, par exemple. Oui, c'est francophone. On a beaucoup de Belges. Et des gens d'un peu partout en France. Tu fais imprimer en Belgique? Là, pour l'instant, on gère à partir de la France. Ça doit te coûter cher, non? Non, ça va. Ça va. Par contre, sauf qu'on répercute les frais les frais de, comment dire, pour tout ce qui est la France métropolitaine. Ouais. Le prix d'envoi est compris dans le prix de la souscription. Ah d'accord, ok. Pour ce qui est de l'international, mais on peut commander nos livres depuis, tu parlais de la Nouvelle-Zélande tout à l'heure, on a des gens qui nous ont commandé des livres depuis la Nouvelle-Zélande, d'autres depuis le Brésil, les États-Unis souvent. Ils payent un peu plus, quoi. On rajoute un prix pour la poste, quoi, pour dire les choses assez clairement. Le jour où on sera développé au Québec, avec beaucoup d'auteurs québécois, une bibliocratie mondiale. On trouvera un imprimeur sur place. Mais c'est toujours la même histoire, quoi. Faut faire vivre les gens. Allez, juste une dernière question, c'est est-ce que Bibliocratie va être sur des événements de type, par exemple, on parlait d'Étonnants Voyageurs, ou est-ce que dans l'année à venir, ou est-ce que c'est en prévision? Bon, je le rappelle, on a ouvert le 22 janvier, donc il y a tout un boulot à faire par rapport à ça, mais c'est dans les tuyaux, parce que pourquoi être présent? C'est toujours la même chose, pour faire connaître le travail. Et moi, j'ai fait beaucoup de salons de livres en tant qu'auteur. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans les salons de livres et qui cherchent des solutions pour être édités, quoi. Et on en revient toujours à ce qu'est la philosophie de notre affaire, quoi. C'est que chacun a le droit d'être édité et les lecteurs doivent pouvoir choisir ce qui est publié.
C'est magnifique. Franchement, merci Eric de donner comme ça de ton temps pour cette superbe entreprise que tu as lancée avec Guillaume Bibliocratie. On vous encourage, vous, bien sûr, à la cellule. C'est notre violon d'Ingres. On en parle sans arrêt. Tous les arguments que tu as donnés, ce sont des arguments qu'on peut entendre et réentendre sur la cellule. Évidemment, on cautionne totalement, on encourage totalement. Merci Eric, encore une fois, de faire tout ça et d'être venu nous en parler à la cellule. Ça fait super plaisir. Je pense que j'hésiterai pas du tout à te rappeler sur d'autres problématiques liées à l'édition et tout, parce que tu as l'air très renseigné. Attendez-vous à réentendre Eric de temps en temps à la cellule, parce que vraiment tu as une expertise de tout ce domaine qui est très très précieuse, même enfin évidemment pour nous, mais même pour les rôlistes. Vraiment, je pense que c'est Bibliocratie peut être pour vous une alternative. Merci. Je veux simplement vous remercier pour votre accueil et pour le fait de prendre le temps comme ça, d'aborder les choses en profondeur, c'est pas si souvent. Et le côté sympa de la discussion, quoi. Tu m'avais dit en m'invitant que c'était une discussion entre potes. On s'était jamais rencontrés. Et on se sent vraiment bien chez vous. Donc j'aurai beaucoup de plaisir à revenir et beaucoup de plaisir à avoir rencontré par votre intermédiaire vos auditeurs. T'es vraiment le bienvenu. D'autant plus qu'on sait que maintenant, grâce à toi, que l'IRA de l'avenir, donc du coup, nos podcasts en ont également. Allez, on vous laisse là-dessus. Un dernier mot. Réfléchissez bien à ces alternatives. Dernier mot, Aurélien. lisez bien, lisez intelligemment, et puis jouez bien aussi. Et jouez bien. Et soyez curieux. Merci à tous, merci à Eric, merci à toi Aurélien d'avoir participé à ce podcast. À bientôt, merci de nous avoir écoutés. Salut. Au revoir, râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Salut.